Une histoire populaire des États-Unis, chapitre 21, Carter, Reagan, Bush, le consensus bipartisan. Traduit de l'anglais par Frédéric Coton. Dans The American Political Tradition, écrit au milieu du XXe siècle, l'historien Richard Hofstadter dressait le portrait des principaux responsables politiques américains, de Jefferson et Jackson à Herbert Hoover et aux Roosevelt, républicains et démocrates, libéraux et conservateurs. Il en concluait que la position politique adoptée par les différents candidats ayant participé aux primaires des principaux partis s'est toujours limitée à l'horizon défini par les notions de propriété et d'entreprise. Qu'ils acceptaient l'idée que les vertus économiques de la culture capitaliste étaient inhérentes à la nature humaine, et cette culture a toujours été fondamentalement nationaliste. Fermez les guillemets. Pour les 25 dernières années du XXe siècle, nous constatons la permanence de cette vision limitée dont parle Hofstadter, un capitalisme bénéficiant essentiellement aux grandes fortunes économiques accompagnées d'une immense pauvreté et d'un sentiment nationaliste favorable à la guerre et à ses préparatifs. Le pouvoir politique a beau basculer des républicains vers les démocrates et vice-versa, aucun des deux partis ne semble en mesure de dépasser cet horizon. Après le désastre de la guerre du Vietnam, il y eut le scandale du Watergate. La majorité de la population se trouvait dans une situation économique inquiétante. L'environnement était de plus en plus dégradé, les familles désemparées, et l'on assista à l'émergence d'une culture de violence. À l'évidence, ces questions de fond ne pouvaient pas être résolues sans modifier radicalement la structure économique et sociale du pays. Mais aucun candidat à la présidence américaine, quel que soit le parti, ne proposa de réaliser de tels changements. La tradition politique américaine tenait bon. Conscients ou non de ce fait, les électeurs votaient sans enthousiasme ou s'abstenaient, exprimant de plus en plus clairement leur désaffection vis-à-vis du système politique. En 1960, 63% des électeurs s'étaient déplacés pour voter lors des élections présidentielles. Il n'était plus que 53% en 1976. Lors d'un sondage effectué par CBS News et le New York Times, plus de la moitié des personnes interrogées estimaient que les dirigeants politiques ne s'occupaient pas d'eux. Un plombier fit une remarque assez représentative de l'opinion générale. Le président des États-Unis ne va pas résoudre nos problèmes. Ils sont trop gros pour lui. Quelque chose d'assez absurde était en train de se produire. La politique électorale occupait l'espace médiatique, et les faits et gestes du président, du Congrès, des juges de la Cour suprême et des autres responsables politiques étaient présentés comme de grands moments de l'histoire du pays. Tout cela semblait artificiel, exagéré, comme destiné avant tout à persuader une population, plus que sceptique, qu'il s'agissait bien de l'essentiel et que l'avenir du pays dépendait des responsables politiques de Washington. Aucun d'entre eux, pourtant, n'était très enthousiasmant, tant il semblait évident que malgré leur éloquence, leur rhétorique sans faille et leurs promesses, ils se souciaient avant tout de leur propre carrière politique. Ce fossé entre le peuple et les politiciens était particulièrement criant au niveau culturel. Sur les écrans de la télévision publique, qui, indépendante des intérêts privés, pouvait passer pour le meilleur des médias, le public n'était jamais présent. Dans l'émission politique quotidienne du service public, le McNeil Lehrer Report, le public était réduit au rôle de spectateur de l'interminable défilé de congressistes, de sénateurs, de responsables gouvernementaux et d'experts en tout genre. Sur les radios commerciales, le traditionnel consensus qui excluait toute critique radicale du système était également flagrant. Au milieu des années 1980, sous la présidence de Reagan, la doctrine d'équité appliquée par la Commission fédérale des communications, qui accordait un certain temps de parole aux opinions critiques, fut abandonnée. Dans les années 1990, les talk radio ont soumis environ 20 millions d'auditeurs aux harangues quotidiennes de personnalités ultra-conservatrices, sans jamais inviter les représentants de la gauche politique. L'opinion publique, déçue par la politique et les débats politiques prétendument sérieux, se tourna, ou fut détournée, vers les émissions de divertissement, les ragots et les 1001 recettes du bonheur proposées par les différents médias. Les populations marginales s'abandonnèrent de plus en plus à la violence, cherchant des boucs émissaires au sein de leur propre communauté. Par exemple, les Noirs des milieux pauvres contre leurs semblables, ou, dans d'autres groupes ethniques, chez les immigrés, les étrangers diabolisés, les mères vivant des allocations et les petits délinquants, la grande délinquance restant inaccessible. Certains citoyens américains restés fidèles aux modes de pensée et aux idéaux rescapés des années 1960 et 1970 ne se contentèrent pas de discuter. Ils agirent. En effet, à travers tout le pays, une partie de la population totalement ignorée par les médias et par le personnel politique militait au sein de milliers d'associations locales.
Ces organisations luttaient pour la défense de l'environnement, pour les droits des femmes, pour le maintien des services de santé dignes de ce nom, surtout après l'apparition du virus du sida, pour l'octroi de logements aux sans-abri ou contre les dépenses militaires. Ce militantisme n'avait aucune commune mesure avec celui des années 1960, quand le rejet de la ségrégation raciale et de la guerre avait donné naissance à un véritable mouvement d'envergure nationale. Il s'agissait plutôt d'une lutte perpétuelle contre les politiciens locaux impitoyables. Une lutte qui tentait de mobiliser de très nombreux citoyens américains qui ne croyaient plus ni dans la politique ni dans l'efficacité de la contestation. La présidence de Jimmy Carter, de 1977 à 1980, a pu apparaître comme une tentative de la part d'une partie des pouvoirs en place, en l'occurrence du Parti démocrate, de remobiliser une opinion publique désabusée. Pourtant, malgré quelques gestes en direction de la communauté noire et des pauvres, malgré quelques beaux discours sur les droits de l'homme à l'étranger, Carter demeura dans les limites historiques du système américain et continua de veiller sur les intérêts et les prérogatives du monde des affaires, en maintenant un appareil militaire phénoménal qui accaparait une grande part du revenu national, et en confirmant les alliances avec les régimes dictatoriaux à l'étranger. Carter apparaissait comme le véritable candidat de ce groupe d'influence internationale qu'était la Commission trilatérale. Selon la Far East Economic Review, deux des membres fondateurs de la commission, David Rockefeller et Zbigniew Brzezinski, estimaient que Carter était le candidat idéal pour le présidentiel de 1976 puisque le parti républicain, empêtré dans le scandale du Watergate, était assuré de perdre. Du point de vue des pouvoirs en place, la mission de Carter était de mettre un terme au mouvement de désaffection du peuple américain vis-à-vis du gouvernement, du système économique et des désastreuses aventures militaires à l'étranger. Lors de sa campagne, Carter essaya de s'adresser aux électeurs les plus désabusés ou les plus vindicatifs. Il en appela en particulier aux électeurs noirs dont la révolte, à la fin des années 1960, avait constitué la plus grave menace pesant sur les autorités gouvernementales depuis les émeutes et les mouvements sociaux des années 1930. Sa façon de faire était populiste. Il s'adressait aux diverses fractions de la population qui se jugeaient opprimées par les riches et les puissants. Bien qu'il fût lui-même un millionnaire ayant fait fortune dans la culture des cacahuètes, il se plaisait à se présenter comme un modeste fermier ordinaire. De même, bien qu'il eût soutenu jusqu'au bout la guerre du Vietnam, il prétendait être un sympathisant pacifiste et promettait d'effectuer des coupes dans le budget militaire. Au cours d'un discours très médiatisé devant les professionnels de la justice, il déclara que la loi ne devait pas servir les intérêts des riches. Il nomma Patricia Harris, une afro-américaine au poste de secrétaire au logement et au développement urbain, et un ancien militant des droits civiques, Andrew Young, au poste d'ambassadeur auprès des Nations Unies. Il confia également la direction du Bureau national de la jeunesse à un ex-militant pacifiste, le jeune Sam Brown. Mais les nominations aux postes essentiels obéissaient à la logique du rapport que Huntington, célèbre spécialiste des sciences politiques, avait rédigé pour la commission trilatérale. Rappelons que Huntington y affirmait, et ce, quel que soit le profil de l'électorat du président, qu'il fallait avant tout obtenir le soutien des dirigeants des grandes institutions. Brzezinski, intellectuel type de la guerre froide, obtint le poste de conseiller à la sécurité nationale. Selon les Pentagon Papers, le secrétaire à la défense de l'administration Carter, Harold Brown, avait envisagé pendant la guerre du Vietnam la suppression de toutes les contraintes imposées aux opérations de bombardement. Le secrétaire à l'énergie, James Schlesinger, ancien secrétaire à la défense de Nixon, avait fait à l'époque, selon un correspondant de presse de Washington, tout ce qui était en son pouvoir pour renverser la tendance à la baisse du budget militaire. En outre, Schlesinger était un fervent partisan de l'énergie nucléaire. Les autres membres de cette administration entretenaient des liens étroits avec le milieu des affaires. Un analyste financier écrivit peu après l'élection de Carter « Jusqu'à présent, les décisions, les déclarations, et en particulier les nominations de M. Carter se sont révélées très rassurantes pour la communauté des entrepreneurs. » Un journaliste chevronné de Washington, Tom Wicker, confirmait qu'il était parfaitement clair que M. Carter avait choisi jusqu'ici de rassurer Wall Street. Carter se lança également dans une politique des plus sophistiquées à l'égard des gouvernements dictatoriaux à l'étranger. Par l'intermédiaire de son ambassadeur auprès des Nations Unies, Andrew Young, il fit en sorte que les États-Unis soient vus d'un meilleur œil par les pays africains et insista pour que l'Afrique du Sud assouplisse sa politique envers sa population noire. Des raisons strictement stratégiques rendaient absolument nécessaire une pacification de la situation sud-africaine.
L'Afrique du Sud était un des pivots du système radar d'observation et de renseignement. En outre, ce pays accueillait d'importants investissements américains et était l'une des principales sources de matières premières pour l'Amérique, le diamant en particulier. Les États-Unis souhaitaient par-dessus tout un gouvernement stable en Afrique du Sud. Or, la répression continuelle des populations noires risquait d'y entraîner une guerre civile. Ce raisonnement valait également pour d'autres pays dont l'importance stratégique imposait des avancées dans le domaine des droits civiques. Néanmoins, comme la nécessité pratique l'emportait sur toute autre considération, il suffisait d'effectuer des changements de nature purement symbolique. Au Chili, par exemple, on libéra une poignée de prisonniers politiques. Mais lorsque Herman Badillo, membre du Congrès, proposa le vote d'une déclaration exigeant des représentants américains à la Banque mondiale et dans d'autres institutions monétaires internationales de voter contre tout prêt accordé à des pays qui pratiquaient la torture ou l'emprisonnement arbitraire, Carter demanda personnellement à tous les membres du Congrès de ne pas voter cet amendement. L'amendement l'emporta par une voix à la Chambre des représentants, mais fut ensuite rejeté par le Sénat. Avec Carter, les États-Unis continuèrent de soutenir, partout à travers le monde, des régimes qui emprisonnaient leurs dissidents, pratiquaient la torture et massacraient leur population, tels les Philippines, l'Iran, le Nicaragua et l'Indonésie, qui mena au Timor oriental une campagne de massacre qui s'apparentait à un génocide. The New Republic, magazine supposé se situer à gauche sur l'échiquier politique, approuvait avec fermeté la politique de Carter. Disons, la politique étrangère américaine perpétuera, au cours des 4 années à venir, la doctrine pratiquée pendant les années Nixon-Ford. Ce n'est pas une perspective négative, il devait y avoir continuité en ce domaine. Cela fait partie du processus historique. Fermez les guillemets. Carter prétendait être proche des mouvements pacifistes. Pourtant, lorsque Nixon avait fait miner le port de Haiphong et avait repris les bombardements sur le Nord-Vietnam au printemps 1973, Carter avait proclamé avec ferveur qu'il apportait son soutien et son appui au président Nixon, même s'il n'était pas d'accord avec certaines décisions spécifiques. Élu, Carter refusa l'aide américaine à la reconstruction du Vietnam, bien que le pays eût été complètement ruiné par les bombardements américains. Au cours d'une conférence de presse, Carter déclara même que les États-Unis n'avaient aucune obligation particulière envers le Vietnam. On cite « la destruction ayant été mutuelle », fermez les guillemets. Si l'on considère que les États-Unis, après avoir fait parcourir la moitié du globe à sa phénoménale force de frappe et à 2 millions de soldats, qui avait totalement ruiné, à l'issue d'une guerre de 8 années, un minuscule pays et y avait causé plus d'1 million de morts, cette déclaration est proprement stupéfiante. Il fallait que les générations futures ne puissent pas considérer cette guerre telle qu'elle apparaissait pourtant clairement dans les Pentagon Papers du département de la Défense, c'est-à-dire comme une agression pure et simple motivée par des intérêts stratégiques et commerciaux. Il fallait qu'elles y voient plutôt une malencontreuse erreur. Noam Chomsky, l'un des plus célèbres activistes contre la guerre du Vietnam, a étudié la manière dont, en 1978, l'histoire de cette guerre était présentée dans les principaux médias. Il se rendit compte qu'on niait la réalité historique et qu'on la remplaçait par des faits beaucoup plus confortables, ramenant les leçons de l'histoire à des catégories socialement neutres, telles que l'erreur, l'ignorance ou le coup. L'administration Carter tenta manifestement de freiner la désaffection du peuple américain consécutive à la guerre du Vietnam, en mettant en place des politiques étrangères plus acceptables, c'est-à-dire moins franchement agressives. D'où l'accent mis sur les droits de l'homme, les pressions exercées sur l'Afrique du Sud et le Chili, afin qu'ils libéralisent leur politique, et toutefois, après un examen minutieux, il apparaît que cette libéralisation était en fait destinée à conserver intacte l'autorité et l'influence militaire et commerciale de l'Amérique sur l'ensemble du monde. La renégociation du traité concernant le canal de Panama, avec la minuscule République de Panama, en est une parfaite illustration. Le canal de Panama économisait 1,5 milliard de dollars de taxes portuaires par an aux compagnies américaines, et les États-Unis encaissaient 150 millions de dollars de droits de passage, sur lesquels ils prélevaient 2,3 millions de dollars environ au profit du gouvernement panaméen, tout en maintenant 14 bases militaires sur le territoire de cette république. En 1903, les États-Unis avaient fomenté en Colombie une révolte à l'issue de laquelle ils avaient inventé la petite république du Panama et établi un traité leur accordant des bases militaires sur le territoire panaméen et surtout la gestion perpétuelle du canal. En 1977, à la suite d'un mouvement de révolte anti-américain au Panama, l'administration Carter décida de renégocier le traité. Dans sa grande naïveté, le New York Times écrivit alors « Après avoir volé ce canal, nous effaçons aujourd'hui de nos livres d'histoire les traces de ce crime. » Plus prosaïquement, en 1977,
Le canal avait perdu de son importance stratégique. Il ne pouvait plus être utilisé par les supertankers ni par les gigantesques porte-avions. Ce fut surtout cette raison, ajoutée aux émeutes anti-américaines au Panama, qui conduisit l'administration Carter, contre l'avis des conservateurs, à négocier un nouveau traité prévoyant un démantèlement progressif des bases américaines, qu'on pouvait d'ailleurs fort bien déplacer à proximité, dans la région. La propriété légale du canal serait concédée au Panama après un certain laps de temps. Le traité comportait, en termes vagues, quelques clauses pouvant servir à une intervention militaire américaine sous certaines conditions. Quelle que soit la sophistication de la politique étrangère de Carter, certaines données fondamentales s'imposaient à la fin des années 1960 et dans les années 1970. Les entreprises américaines étaient plus que jamais actives sur toute la surface du globe. Au début des années 1970, il existait environ 300 entreprises américaines, parmi lesquelles les 7 plus grandes banques, dont 40% des bénéfices provenaient des marchés étrangers. En outre, 98% des équipes dirigeantes de ces entreprises, qualifiées de multinationales, étaient composées d'Américains. Prises ensemble, elles constituaient la troisième puissance économique mondiale, juste derrière les États-Unis et l'Union soviétique. Comme le prouvent les statistiques du département américain au commerce, les relations entretenues par ces gigantesques entreprises avec les nations les plus pauvres étaient clairement des relations d'exploitation. Tandis qu'entre 1950 et 1965, les entreprises américaines avaient investi 8,1 milliards de dollars en Europe pour seulement 5,5 milliards de bénéfices. Elles n'avaient investi en Amérique latine que 3,8 milliards de dollars pour un bénéfice de 11,2 milliards. Et en Afrique, 5,2 milliards d'investissements pour 14,3 milliards de dollars de bénéfices. Nous sommes là bien entendu devant un comportement impérialiste classique, dans lequel les régions possédant les ressources naturelles sont les victimes de nations plus puissantes qui tirent justement leur puissance de ces ressources volées. Les États-Unis et leurs entreprises dépendaient des nations les plus pauvres pour 100% du diamant, du café, du platine, du mercure, du caoutchouc et du cobalt, 98% du manganèse, 90% de la potasse et de l'aluminium qui provenaient également de l'étranger. En outre, de 20 à 40% de certaines de ces importations, le platine, le mercure, le cobalt, le potasse, le manganèse, provenaient d'Afrique. La formation et l'entraînement des officiers étrangers constituent un autre invariant de la politique étrangère américaine, et ce, quel que soit le parti installé à la Maison-Blanche. L'armée américaine dirigeait, dans la zone du canal de Panama, une école des Amériques, d'où sortaient des milliers d'officiers d'Amérique latine. Entre autres exemples, 6 diplômés de cette école faisaient partie de la junte militaire qui renversa Salvador Allende en 1973. Le commandant américain de l'école déclarait à un journaliste « Nous gardons le contact avec nos officiers diplômés et réciproquement ». Les États-Unis avaient également la réputation d'être particulièrement généreux en matière d'aide financière. Ils avaient, en effet, apporté régulièrement leur soutien aux victimes de différentes catastrophes, mais cette aide dépendait la plupart du temps de la loyauté politique de ces victimes. Suite à 6 années de sécheresse en Afrique de l'Ouest, 100 000 Africains furent victimes de la famine. Un rapport du Carnegie Endowment révéla que l'Agence américaine pour le développement international s'était révélée inefficace et particulièrement négligente en ce qui concernait l'aide aux populations nomades du Sahel, région qui s'étend sur 6 pays d'Afrique occidentale. Pour toute réponse, l'agence déclara que ces pays n'avaient pas de liens historiques, économiques ou politiques suffisants avec les États-Unis. Début 1975, selon une dépêche de Washington, le secrétaire d'État américain Henry Kissinger avait officiellement annoncé la mise en place d'une politique de sélection concernant l'aide apportée aux pays étrangers. Ceux qui se seraient rangés contre les États-Unis lors de votes aux Nations Unies verraient la contribution américaine diminuer. Dans certains cas, ces restrictions concerneraient également la nourriture et l'aide humanitaire. Toutefois, la majeure partie de l'aide américaine était militaire. En 1975, les États-Unis exportaient pour 9,5 milliards d'armements. Malgré la promesse de l'administration Carter d'arrêter la vente d'armes aux régimes autoritaires, celle-ci se poursuivit à un rythme soutenu. Par ailleurs, le budget de la défense continuait de représenter une part énorme du budget global de la nation. Pendant sa campagne électorale, Carter avait déclaré devant le comité du programme démocrate que, sans pour autant mettre en danger la défense de notre pays, ni nos engagements vis-à-vis de nos alliés, il était possible de réduire les dépenses militaires actuelles de près de 5 à 7 milliards de dollars par an. Le premier budget de la période Carter augmenta néanmoins d'environ 10 milliards de dollars, l'enveloppe de la défense. Mieux encore, Carter proposa que les États-Unis consacrent 1000 milliards de dollars à la défense au cours des 5 années suivantes.
Au même moment, l'administration américaine assurait que le secrétariat à l'agriculture pouvait économiser 25 millions de dollars par an en supprimant la deuxième ration de lait accordée à 1,5 million d'écoliers nécessiteux qui bénéficiaient de repas gratuits à l'école. Si Carter voulait restaurer la confiance de l'opinion publique, à l'égard du système américain, il échoua manifestement à résoudre les problèmes économiques du peuple. Le prix de la nourriture et des produits de première nécessité continuèrent d'augmenter plus rapidement que les salaires. Le chômage se maintenait officiellement entre 6 et 8%, mais les taux officieux étaient nettement plus élevés. Dans certaines catégories de la population, chez les jeunes, et les jeunes noirs en particulier, le taux de chômage atteignait 20 à 30%. Il devint bientôt évident que les Noirs, catégorie qui avait le plus soutenu Carter lors de son élection, n'appréciaient guère les politiques menées par le président. Ce dernier s'opposa par exemple à l'attribution d'allocations fédérales aux femmes qui désiraient avorter. Lorsqu'on lui fit remarquer que cela était particulièrement injuste puisque les femmes des milieux aisés avaient plus de facilité pour avorter, il répondit « Certes, mais comme vous le savez, il y a pas mal de choses dans la vie que les riches peuvent s'offrir, contrairement aux pauvres. » Fin de citation. La politique sociale de Carter n'influait manifestement pas sur les excellentes relations que son administration entretenait avec les industries du pétrole et du gaz. Carter prévoyait de mettre fin à la politique de régulation des prix du gaz naturel. Dans ce domaine, le plus important producteur était l'Exxon Corporation, dont la famille Rockefeller était le plus gros actionnaire. Dès le début de l'administration Carter, l'administration fédérale de l'énergie découvrit que la Gulf Oil Corporation avait surestimé de 79,1 millions de dollars ses coûts d'extraction de pétrole brut dans ses filiales étrangères. Ces coûts erronés avaient néanmoins été répercutés sur la facture des consommateurs. À l'été 1978, l'administration annonçait qu'un compromis avait été trouvé avec la Gulf Oil Corporation, au terme duquel l'entreprise acceptait de rembourser 42,2 millions de dollars. La Gulf informa ses actionnaires que ces remboursements n'auraient aucune incidence sur les bénéfices puisque des provisions financières adéquates avaient été constituées pendant la période précédente. Le conseiller juridique de l'administration fédérale de l'énergie déclara que ce compromis était destiné à éviter de ruineuses poursuites judiciaires contre l'entreprise. On est en droit de se demander si ces poursuites auraient jamais pu coûter les 36,9 millions de dollars offerts à la Gulf par le biais de ce compromis. Les autorités auraient-elles accepté de libérer un braqueur de banque contre la restitution de la moitié seulement du butin ? Cet arrangement illustrait parfaitement ce que Carter avait pourtant condamné au cours de sa campagne présidentielle, une justice au service des riches. L'administration Carter ne menaçait, certes, pas de bouleverser les données fondamentales de l'inégale répartition des richesses en Amérique. Pas plus en tout cas que les administrations précédentes, conservatrices ou libérales. Comme le rapportait l'économiste américain Andrew Zimbalist dans un article paru dans Le Monde diplomatique en 1977, les 10% des Américains les plus riches possédaient des revenus 30 fois supérieurs à ceux des 10% les plus pauvres. Les personnes situées dans le pourcent le plus haut de l'échelle des revenus détenaient 33% de la richesse nationale. Les 5% les plus riches possédaient 83% des actions américaines détenues à titre individuel. Les 100 plus grandes entreprises américaines, malgré l'impôt progressif sur le revenu, qui permettait de faire croire que les plus hauts revenus payaient 50% d'impôts, n'étaient imposés en moyenne qu'à 26,9%, et les principales compagnies pétrolières qu'à 5,8%, selon les statistiques publiées en 1974 par l'International Revenue Service. Pour compléter le tableau, 244 personnes gagnaient plus de 200 000 dollars par an et ne payaient pas d'impôts du tout. En 1979, Carter proposa, sans enthousiasme, des allocations familiales à destination des plus pauvres. Le Congrès refusa tout net. Marianne Wright Edelman, directrice noire du Children's Defense Fund à Washington, rendit alors quelques chiffres publics. Un enfant américain sur 7, 10 millions au total, n'avait jamais passé le moindre examen médical depuis sa naissance. Un enfant sur 3, en dessous de 17 ans, 18 millions au total, n'avait jamais vu un dentiste. Dans un article publié à la une du New York Times, elle écrivait « Le comité sénatorial du budget a récemment amputé de 88 millions de dollars un budget déjà modeste de 288 millions de dollars destiné à renforcer le programme de détection des problèmes de santé chez les enfants. Au même moment, le Sénat trouvait 725 millions de dollars pour sauver les industries lit-on et pour refourguer à la marine américaine 2 destroyers qu'avait en son temps commandé le Shah d'Iran. » Fermez les guillemets. The Nation publia un article de l'économiste Robert Lachakman.
Il soulignait l'incroyable augmentation des bénéfices engendrés par les entreprises au cours du dernier trimestre 1978 par rapport au dernier trimestre 1977. Lac Ackman écrivait « L'acte le plus scandaleux du président a sans doute eu lieu en novembre dernier lorsqu'il a signé un décret qui accordait 18 milliards de réductions fiscales, réductions qui bénéficiaient en premier lieu aux individus déjà fortunés et aux entreprises. » Fermez les guillemets. En 1979, tandis que les pauvres subissaient la politique de restriction de l'administration Carter, le salaire du président de l'Exxon Oil atteignait 830 000 $ par an. Quant au président de la Mobil Oil, il gagnait plus d'1 million de dollars par an. Cette année-là, tandis que le revenu net d'Exxon augmentait de 56% pour atteindre 4 milliards de dollars, 3000 petites stations-service indépendantes fermèrent leurs portes. Carter s'efforça pourtant de mettre sur pied certains programmes sociaux, mais tous ces efforts échouèrent devant l'ampleur phénoménale de ses propres budgets militaires. Ces dépenses étaient censées protéger les États-Unis de la menace soviétique. Pourtant, lorsque l'URSS envahit l'Afghanistan, Carter ne put avoir recours qu'à quelques mesures symboliques comme le rétablissement de la conscription et le boycott des Jeux olympiques de Moscou de 1980. En revanche, des armes américaines étaient utilisées pour soutenir les régimes dictatoriaux contre leurs dissidents de gauche. En 1977, un rapport de l'administration Carter, destiné au Congrès, reconnaissait assez franchement qu'un certain nombre de pays ayant un comportement déplorable en matière de droits de l'homme se trouvaient être également des pays dans lesquels nous avions des intérêts de politique étrangère et de sécurité à maintenir. Ainsi, au printemps 1980, Carter demanda-t-il au Congrès près de 5,7 millions de dollars en faveur de la junte militaire du Salvador, confrontée à une révolte paysanne. Aux Philippines, après les élections législatives de 1978, le président Ferdinand Marcos fit emprisonner 10 de ses 21 concurrents aux élections. De nombreux prisonniers étaient torturés, de nombreux civils assassinés. Néanmoins, Carter demanda pour le régime de Marcos une aide militaire de 300 millions de dollars pour les 5 années suivantes. Au Nicaragua, les États-Unis avaient aidé à maintenir au pouvoir le dictateur Somoza pendant des décennies. En dépit de la faiblesse intrinsèque de ce régime et de la popularité des forces révolutionnaires qui le combattaient, l'administration Carter continua de soutenir la dictature de Somoza, quasiment jusqu'à sa chute en 1979. En Iran, vers la fin de 1978, les longues années de ressentiment contre la dictature du Shah explosèrent dans de gigantesques manifestations populaires. Le 8 septembre 1978, des centaines de manifestants furent massacrés par les troupes du Shah. Le lendemain, selon une dépêche UIP, en provenance de Téhéran, Carter renouvelait son soutien au Shah. La dépêche disant « Hier, les soldats ont tiré sur les manifestants pour la 3e fois en 3 jours. Le président Jimmy Carter a téléphoné au Palais Royal pour confirmer son soutien au Shah Mohammad Reza Pahlavi, confronté à la pire crise de ses 37 années de règne. 9 membres du Parlement sont sortis pendant un discours du Premier ministre iranien, en hurlant que ses mains étaient couvertes de sang. Des musulmans conservateurs et des autres opposants. » Le 13 décembre 1978, Nicolas Gage écrivait pour le New York Times « Selon des sources diplomatiques, le personnel de l'ambassade américaine, à Téhéran, a été rejoint par des dizaines de spécialistes venus apporter leur soutien au Shah, dont l'autorité est de plus en plus contestée. Parmi les nouveaux venus, toujours selon des sources diplomatiques, se trouve, en plus du personnel diplomatique et militaire, un certain nombre d'agents de la CIA spécialistes de l'Iran. » Fin de citation. Début 1979, alors que la crise iranienne s'aggravait, l'ancien responsable du département iranien de la CIA déclarait au reporter du New York Times, Seymour Hersh, que lui et ses collègues étaient au courant des tortures pratiquées sur les opposants iraniens par le Savaki, la police secrète iranienne mise en place dans les années 1950 par le Shah avec l'aide de la CIA. Il révélait également à Hersh qu'un des responsables de haut rang de la CIA était personnellement impliqué dans la formation des officiers de la Savaki aux techniques de torture. Devant cette gigantesque révolution populaire, le Shah prit la fuite. Prétextant des raisons de santé, l'administration Carter décida un peu plus tard de l'accueillir sur le territoire américain. Le sentiment anti-américain atteignit alors son apogée chez les révolutionnaires iraniens. Le 4 novembre 1979, l'ambassade américaine de Téhéran était prise d'assaut par des militants étudiants qui, après avoir exigé que le Shah soit renvoyé en Iran pour y être jugé, prirent en otage 52 employés de l'ambassade. Au cours des 14 mois suivants, l'affaire des otages occupa le devant de la scène étrangère dans les médias américains, provoquant un regain de nationalisme.
Lorsque Carter ordonna au service d'immigration et de naturalisation de prendre des mesures d'expulsion contre les ressortissants iraniens dont le visa n'était plus valide, le New York Times approuva discrètement mais fermement cette décision. Les politiciens et la presse se lancèrent dans une campagne totalement hystérique. Une jeune irano-américaine qui devait faire un discours pour une remise de diplôme fut écartée. Un autocollant « Bombardons l'Iran » fit son apparition sur les voitures du pays. Quand les 52 otages américains furent finalement relâchés, vivants et en bonne santé, rares furent les journalistes assez courageux pour faire remarquer, à l'instar d'Alan Richman du Boston Globe, que les réactions américaines, quant au comportement des pays étrangers en matière de droits de l'homme, étaient dangereusement sélectives. Il nous dit « Il s'agissait de 52 otages, un chiffre assez facile à appréhender, contrairement aux 1500 personnes qui disparaissaient chaque année en Argentine. Les otages américains parlaient notre langue. L'an dernier, au Guatemala, on a exécuté sommairement 3000 personnes qui ne la parlaient pas. » Fermez les guillemets. Les otages étaient encore aux mains des Iraniens lorsque Jimmy Carter dut affronter Ronald Reagan aux élections présidentielles de 1980. Ajouté au désarroi économique de très nombreux Américains, ce fait suffirait à expliquer la défaite de Carter. La victoire de Reagan signifiait qu'une fraction des pouvoirs en place, qui ne revendiquait certes pas le libéralisme de Carter, s'installait aux commandes de l'Amérique. La politique devint plus ouvertement agressive. Suppression de certaines allocations sociales, réduction fiscale pour les riches, augmentation du budget de la défense, mise au pas du système judiciaire fédéral par la nomination de juges conservateurs et d'attaques fondamentales destinées à abattre les mouvements révolutionnaires en Amérique centrale. Les 12 années des présidences Reagan-Bush ont transformé le système judiciaire fédéral, qui n'avait toujours été que modérément libéral, en une institution franchement conservatrice. À l'automne 1991, Reagan et Bush pouvaient se vanter d'avoir nommé plus de la moitié des 837 juges fédéraux et suffisamment de juges de la droite conservatrice pour transformer radicalement le fonctionnement de la Cour suprême. Au cours des années 1970, alors que les juges libéraux William Brennan et Thurgood Marshall étaient encore à la tête de la Cour suprême, celle-ci avait décrété l'inconstitutionnalité de la peine de mort, approuvé le droit à l'avortement et interprétait la loi sur les droits civiques en un sens qui permettait de prêter une attention spéciale aux Noirs et aux femmes afin de les aider à combler leur retard, ce que l'on appela la discrimination positive. William Rehnquist, nommé à la Cour suprême par Nixon, fut élevé à la présidence de celle-ci par Ronald Reagan. Pendant les années Reagan-Bush et sous la présidence de Rehnquist, la Cour suprême prit une série de décisions qui permettaient de revenir sur l'avortement et l'abolition de la peine de mort, de limiter les droits des détenus, d'accroître les pouvoirs de la police, d'interdire aux médecins du planning familial subventionnés par l'État fédéral de donner des informations sur l'avortement. La Cour suprême décida également que les plus pauvres pourraient être forcés à payer la scolarisation de leurs enfants dans le système public, l'enseignement ne faisant pas partie des droits fondamentaux. Les juges Brennan et Marshall étaient les dernières personnalités libérales de la Cour suprême, relativement âgés et malades. Ils se retirèrent malgré leur envie d'en découdre. L'acte final de la mise en place d'une Cour suprême totalement conservatrice fut la nomination par Bush d'un noir conservateur, Clarence Thomas, pour remplacer Marshall. Malgré le témoignage d'une de ses anciennes collègues, Anita Hill, une jeune professeure de droit qui l'accusait de harcèlement sexuel, Thomas fut accepté par le Sénat et la Cour suprême pencha désormais nettement à droite. Avec une Cour suprême ultra-conservatrice et la nomination au National Labor Relations Board NLRB de personnalités favorables aux entreprises, les décisions de justice et les conclusions du NLRB affaiblirent considérablement les organisations syndicales déjà ébranlées par le déclin du secteur industriel. Les grévistes se retrouvaient privés de véritable protection légale. L'un des premiers actes de l'administration Reagan fut de licencier en masse les contrôleurs aériens qui s'étaient mis en grève. Il s'agissait d'un avertissement lancé aux futurs grévistes en même temps que d'un témoignage de la faiblesse d'un mouvement ouvrier qui avait pourtant représenté dans les années 30 et les années 40 une formidable force. Les entreprises américaines furent les premières bénéficiaires des années Reagan et Bush. Au cours des années 1960 et 1970, un mouvement pour la défense de l'environnement avait pris une certaine importance au niveau national, préoccupé par la pollution de l'air, des océans et des rivières, ainsi que par les milliers de morts que les conditions de travail déplorables causaient chaque année. En novembre 1968,
Une explosion dans une mine de Virginie occidentale avait fait 78 victimes. La colère avait éclaté dans cette région minière et le Congrès avait finalement voté le Coal Mine Health and Safety Act en 1969. Le secrétaire au travail de Nixon parlait alors d'un nouveau combat national, d'un véritable combat pour l'amélioration de l'environnement. L'année suivante, cédant aux fortes pressions du mouvement ouvrier et des groupes de consommateurs, non sans profiter de cette occasion de gagner le soutien de la classe ouvrière pour les élections à venir, le président Nixon signa l'Occupational Safety and Health Act, OSHA. Il s'agissait d'une loi d'importance qui reconnaissait le droit universel à travailler dans un lieu sain et en toute sécurité. Cette loi instituait également un véritable appareil de mise en application des mesures envisagées. En revenant sur cette loi quelques années plus tard, Herbert Stein, jadis président du comité économique de Nixon, regrettait que les forces engagées dans la réglementation gouvernementale n'aient jamais pu être maîtrisées par l'administration Nixon. En prenant ses fonctions, Carter vanta les mérites de l'OSHA, tout en souhaitant surtout satisfaire les milieux industriels. La femme qu'il nomma à la tête de l'OSHA, Eula Bingham, se battit courageusement pour l'application de cette loi et remporta même quelques succès. Pourtant, à mesure que l'économie américaine montrait les signes d'une faiblesse due à l'inflation, à l'augmentation du prix du pétrole et à la hausse du chômage, Carter sembla de plus en plus soucieux des problèmes qui pesaient sur cette loi. Il commença par proposer d'assouplir les réglementations imposées aux entreprises et suggéra de laisser à ces dernières plus de liberté, quand bien même ces libertés seraient prises aux dépens des travailleurs et des consommateurs. Les réglementations environnementales furent victimes des analyses de type coût-profit, pour lesquelles la réglementation assurant la santé et la sécurité de la population ne valait pas ce qu'elle coûtait aux entreprises. Sous Reagan et Bush, l'économie, entre guillemets, terme sous lequel on cachait mal la volonté de satisfaire les intérêts et d'accroître les bénéfices des entreprises, passait avant les préoccupations sociales des travailleurs et des consommateurs. Le président Reagan proposa de remplacer la mise en œuvre autoritaire de la législation environnementale par une approche volontariste, qui laissait toute latitude dans ce domaine aux chefs d'entreprise. Il nomma à la tête de l'OSHA un homme d'affaires qui y était franchement hostile. L'une de ses premières décisions fut d'ordonner la destruction de 100 000 brochures gouvernementales soulignant les risques que faisaient courir aux travailleurs du textile les poussières de coton en suspension. Dans son livre « The President as Prisoner », pénétrante critique structurale des deux présidents, le spécialiste de sciences politiques William Grover concluait, après avoir évalué les politiques environnementales respectives de Carter et de Reagan, l'OSHA semble prise au piège d'une alternance de présidents libéraux qui veulent maintenir quelques programmes de santé et de sécurité tout en ayant besoin de la croissance économique pour assurer leur survie politique, et de présidents conservateurs qui se focalisent presque exclusivement sur le facteur croissance de l'équation. Une telle situation tendra toujours à subordonner, même dans le cadre de l'OSHA, les besoins réels en termes de santé et de sécurité sur le lieu de travail à la volonté des entrepreneurs. Fin de citation. George Bush prétendit être un président écologiste. Il se vantait de la signature du Clean Air Act en 1990. Pourtant, 2 ans après, cette loi fut sérieusement affaiblie par une nouvelle directive de l'Environmental Protection Agency, EPA, qui autorisait les industriels à accroître de 245 tonnes par an leur rejet d'agents polluants dans l'atmosphère. En outre, le budget destiné à l'application de cette loi était bien faible. Selon un rapport de l'EPA, la contamination des eaux potables avait entraîné près de 100 000 cas de maladie entre 1971 et 1985. Mais pendant les premières années de la présidence de Bush, alors que l'EPA avait reçu 80 000 plaintes pour contamination des eaux potables, seule 1 sur 7 fit l'objet d'une enquête. Selon un groupe écologiste indépendant, le National Resources Defense Council, il y eut en 1991 et 1992 250 000 violations du Safe Water Drinking Act voté sous l'administration Nixon. Peu de temps après que Bush eut pris ses fonctions, un scientifique désigné par le gouvernement préparait un rapport pour un comité du Congrès sur les dangers de l'utilisation industrielle du charbon et d'autres énergies fossiles contribuant au réchauffement général de la planète, conséquence de la dégradation de la couche d'ozone. Malgré les objections du scientifique, la Maison-Blanche modifia ce rapport de manière à minimiser les dangers encourus. Là encore, la mauvaise volonté des entreprises quant aux réglementations environnementales passa avant la sécurité de la population. La crise écologique mondiale était si sérieuse que le pape Jean-Paul II lui-même éprouva le besoin d'accuser les classes dirigeantes des nations industrialisées
d'en être à l'origine. Aujourd'hui, la dramatique menace d'un désastre écologique nous apprend à quel point la cupidité et l'égoïsme, individuel ou collectif, sont contraintes à l'ordre de la création, disait-il. Lors des conférences internationales destinées à faire face au réchauffement de la planète, la communauté européenne et le Japon proposèrent de fixer des quotas et d'établir un calendrier pour réduire les émissions de dioxyde de carbone dont les États-Unis étaient et sont toujours les premiers responsables. Mais comme le faisait remarquer le New York Times à l'été 1991, l'administration Bush craignait que cela ne nuise à l'économie nationale à court terme pour d'incertains bénéfices climatiques à long terme. L'avis des scientifiques, pourtant assez clair sur les bénéfices à long terme de la réduction de ces émissions, n'y change à rien. Une fois de plus, cela passait après l'économie, c'est-à-dire l'intérêt des entreprises. À la fin des années 1980, il devint de plus en plus évident que les énergies renouvelables, eau, soleil, vent, étaient en mesure de produire plus d'énergie utilisable que les centrales nucléaires, dangereuses, coûteuses et génératrices de déchets radioactifs ingérables. Pourtant, les gouvernements Reagan et Bush amputèrent les budgets destinés à la recherche sur les énergies renouvelables. La réduction atteignit 90% sous Reagan. En juin 1992, plus d'une centaine de pays participèrent au Sommet de la Terre, une conférence environnementale organisée au Brésil. Les statistiques apportaient la preuve que l'ensemble des forces armées du monde étaient responsables des 2/3 des émanations détériorant la couche d'ozone. Proposition fut faite que le Sommet de la Terre étudie les responsabilités du secteur militaire dans la dégradation de l'environnement. La délégation américaine s'y opposa. Elle fut donc rejetée. Je rajoute en note au livre que les propos de Howard Zinn sur les données scientifiques quant au dérèglement climatique méritent une mise à jour, et pour plus de précision, vous pourrez directement vous référer au résumé du GIEC. La préservation d'un phénoménal appareil militaire et celle du niveau de profit des firmes pétrolières constituaient bien deux objectifs conjoints des administrations Reagan et Bush. Juste après que Reagan eut pris ses fonctions, un groupe de 23 présidents de firmes pétrolières contribua à hauteur de 270 000 $ à la réfection des appartements privés de la Maison-Blanche. Selon l'Associated Press, cette décision fut prise 4 semaines après la décision du président de déréglementer le prix du pétrole. Une décision qui rapporte 2 milliards de dollars à l'industrie pétrolière. Jack Hodge, propriétaire de la Core Oil and Gas Company, a affirmé que l'homme le plus important de ce pays se devait de vivre dans l'une des plus belles maisons du pays. Monsieur Reagan a donné un bon coup de main à l'industrie du pétrole. Fermez les guillemets. Dans sa volonté de renforcer l'appareil militaire, plus de 1000 milliards de dollars au cours des 4 premières années de sa présidence, Reagan essaya de trouver de l'argent en réduisant de façon drastique l'aide sociale destinée aux populations les plus défavorisées. En 1984, les États-Unis réalisèrent 140 milliards d'économies sur les programmes sociaux. Parallèlement, ils dépensèrent 180 milliards de dollars pour la défense. Durant la même période, Reagan proposa également des réductions fiscales de 190 milliards de dollars dont la plupart bénéficiaient aux riches. En dépit de ces réductions fiscales et de l'augmentation du budget militaire, Reagan assurait que le budget de la nation serait tout de même équilibré, puisque les réductions fiscales ne manqueraient pas de stimuler l'économie, créant par là même des sources de revenus. Le prix Nobel d'économie, Vassili Leontiev, commenta sèchement cette affirmation, disant « Il y a peu de chances que ça marche, et je peux même vous assurer personnellement que cela ne marchera pas. » Fermez les guillemets. En effet, les données du département au commerce, pendant ces périodes de réduction fiscale, 1973-1975 et 1979-1982, ne révèlent aucune augmentation des capitaux investis. Elles montrent au contraire un véritable effondrement. En revanche, la relative augmentation des investissements de capitaux entre 1975 et 1979 correspond exactement à la période durant laquelle le niveau d'imposition des entreprises fut légèrement plus élevé que les 5 années précédentes. Les conséquences humaines et sociales des réductions de budget effectuées par Reagan étaient profondes. Par exemple, 350 000 personnes se virent retirer l'aide sociale aux personnes handicapées. Un homme qui avait été gravement blessé sur un site d'extraction pétrolière dut reprendre le travail, après que le gouvernement fédéral eut rejeté non seulement l'avis de son médecin, mais également celui d'un expert gouvernemental ayant confirmé que l'homme était trop handicapé pour retourner au travail. Quand le malade en question décéda, les autorités fédérales se contentèrent de reconnaître qu'ils allaient avoir un sérieux problème de communication. Fermez les guillemets. Roy Benavides, un héros de la guerre du Vietnam qui avait reçu, des mains même de Ronald Reagan, la médaille d'honneur du Congrès, s'entendit dire par les services sociaux que les éclats d'obus qu'il avait encore dans le cœur, les bras et les jambes ne l'empêchaient pas de travailler.
Lorsqu'il comparut devant un comité du Congrès, il critiqua amèrement le président. Le chômage augmenta sous la présidence de Reagan. En 1982, 30 millions de personnes connaissaient annuellement le chômage intégral ou partiel. En conséquence, 16 millions d'Américains perdirent leur assurance médicale, la plupart du temps liée au fait d'avoir un travail. En 1981, dans le Michigan, qui présentait le taux de chômage le plus élevé du pays, le taux de mortalité infantile se mit également à augmenter. De nouveaux critères d'attribution éliminèrent plus d'1 million d'enfants de l'accès au repas scolaire gratuit, qui représentait pourtant la moitié de leur alimentation quotidienne. Des millions d'enfants firent leur entrée dans la catégorie officielle des pauvres, et bientôt, un quart des enfants américains, 12 millions au total, vécurent effectivement dans la pauvreté. Dans certains quartiers de Détroit, un tiers des enfants mouraient avant d'avoir atteint leur premier anniversaire. Le New York Times affirmait « Au regard de ce que vivent ceux qui ont faim en Amérique, cette administration ne peut éprouver que de la honte. » Le système d'allocation sociale était évidemment, sous toutes ses formes, une cible privilégiée du gouvernement. L'aide aux mères isolées, fournie par le programme AFDC, Aid to Families with Dependent Children, les tickets d'alimentation, le secours médical en faveur des plus pauvres à travers Medicaid, etc. Pour la plupart des bénéficiaires, les aides sociales, dont le montant différait selon les États, représentaient entre 500 et 700 $ par mois, ce qui les laissait tout de même largement en dessous du seuil officiel de pauvreté fixé à environ 900 $ mensuels. Les enfants noirs avaient 4 fois plus de chances d'être élevés dans ce système d'assistance que les enfants blancs. Au début de l'administration Reagan, réagissant aux affirmations selon lesquelles l'aide gouvernementale n'était pas nécessaire puisque l'esprit d'entreprise privée réglerait le problème de la pauvreté, une mère adressa un courrier à son journal local, disant « Je vis grâce à l'AFDC et mes 2 enfants vont à l'école. Je suis diplômé avec mention du collège, reçu 128e sur 1000. J'ai une licence d'anglais et de sociologie. J'ai une expérience de bibliothécaire, d'animatrice, de travailleuse et de conseillère sociale. Je suis allé au bureau d'aide à l'emploi, mais il n'y avait rien pour moi. Je vais également toutes les semaines à la bibliothèque pour consulter les annonces du journal Help Wanted. J'ai conservé un double de tous les courriers que j'ai envoyés avec mon CV. Le dossier fait plusieurs centimètres d'épaisseur. J'ai même répondu pour des emplois qui ne rapportaient que 8 000 $ par an. Je travaille à temps partiel dans une bibliothèque pour 3,5 $ de l'heure, et mes allocations diminuent en conséquence. Il semble donc que nous ayons des agences pour l'emploi qui n'emploient pas, un gouvernement qui ne gouverne pas, et un système économique qui ne peut fournir de travail à ceux qui veulent travailler. La semaine dernière, j'ai vendu mon lit pour payer l'assurance de ma voiture, dont j'ai besoin, étant donné le manque de transport en commun pour chercher du travail. Je dors sur un matelas pneumatique que quelqu'un m'a donné. C'est donc ça le grand rêve américain, pour lequel mes parents sont venus dans ce pays. Travaillez dur, ayez une bonne éducation, suivez les règles et vous serez riche. Je ne veux pas être riche, je veux simplement pouvoir nourrir mes enfants et vivre avec un minimum de dignité. » Fin de citation. Les démocrates rejoignaient bien souvent les républicains dans la dénonciation du système d'aide sociale. Sans doute était-ce pour obtenir les voix de certains électeurs des classes moyennes estimant que leurs impôts servaient essentiellement à payer les allocations des mères mineures et des individus trop fainéants pour travailler. L'immense majorité de la population ne savait pas, et les hommes politiques et les médias se gardaient bien de le leur apprendre, qu'une part minime des recettes fiscales était destinée aux allocations, tandis qu'une part bien plus importante alimentait le budget militaire. Quoi qu'il en soit, l'attitude générale de l'opinion publique vis-à-vis du système d'aide sociale était bien différente de celle des 2 principaux partis. Il semble bien que les attaques incessantes des politiciens contre l'aide sociale, relayées par la presse et par la télévision, n'avaient pas réussi à éliminer un sentiment profond de générosité chez de nombreux Américains. Un sondage New York Times CBS News, paru au début de 1992, montrait que l'opinion de la population concernant l'aide sociale variait selon la formulation de la question. Si le terme « aide sociale » était mentionné, 44% des sondés déclaraient qu'on dépensait trop pour ce système, tandis que 50% pensaient que c'était suffisant, voire insuffisant. Lorsque la question évoquait l'assistance apportée aux pauvres, seuls 13% des personnes interrogées pensaient que l'on dépensait trop, et 64% que l'on ne dépensait pas assez. Ainsi, les 2 partis essayaient-ils de créer un sentiment de désolidarité en dénigrant sans cesse le terme d'aide sociale, pour pouvoir ensuite prétendre qu'ils ne faisaient que répondre aux exigences de l'opinion publique. Démocrates et républicains entretenaient des relations étroites avec les riches entreprises.
Kevin Phillips, observateur républicain de la politique intérieure, écrivait en 1990 que le Parti démocrate était historiquement le deuxième parti le plus favorable au capitalisme. Phillips remarquait également que les principaux bénéficiaires de la politique gouvernementale des présidences républicaines de Ronald Reagan et de George Bush étaient les classes les plus favorisées. Ce sont les individus véritablement riches qui ont bénéficié de l'ère Reagan. Les années 1980 ont marqué le triomphe de l'Amérique richissime, de l'ascension politique des riches et de la glorification du capitalisme, du libre marché et de la finance. Fin de citation. Quand la politique gouvernementale enrichit les riches, on ne parle pas d'aide sociale. Il est certain que cela ne prenait pas une forme aussi concrète que les chèques mensuels accordés aux pauvres, mais il s'agissait surtout de généreux changements dans la politique fiscale. Deux journalistes d'investigation du Philadelphia Inquirer, Donald Barlett et James Steele, étudièrent dans America, Who Really Pays the Taxes le processus qui avait conduit à diminuer progressivement le taux d'imposition des individus les plus riches. Ce ne furent pas les républicains mais bien les démocrates, et particulièrement les administrations Kennedy et Johnson, qui, par des réformes fiscales, firent baisser les taux d'imposition des revenus de plus de 400 000 $ annuels. De 91% durant la Seconde Guerre mondiale, ils passèrent à 70% dans les années 1960. Pendant l'administration Carter, malgré lui, démocrates et républicains du Congrès votèrent ensemble de nouvelles réductions fiscales en faveur des plus riches. L'administration Reagan, avec le soutien des démocrates du Congrès, ramena le taux d'imposition des plus hauts revenus à 50%. Et, en 1986, une coalition réunissant des républicains et des démocrates s'exprima en faveur d'une nouvelle réforme fiscale, qui les baissa à 28%. Barlett et Steele remarquaient qu'un enseignant, un ouvrier et un millionnaire pouvaient tous être imposés à 28%. L'idée d'un impôt progressif sur le revenu, où les hauts revenus sont plus imposés que les autres, avait fait long feu. Conséquence de ces multiples réformes fiscales, le revenu net des Forbes 400, personnalités les plus riches du pays désignées par le Forbes Magazine, journal qui se qualifie lui-même d'instrument du capitalisme, avait triplé. Le gouvernement, lui, avait perdu environ 70 milliards de dollars de recettes fiscales. Pendant ces 13 années de pouvoir républicain, les 1% des individus les plus riches de la population engrangèrent 1000 milliards de dollars. Comme le souligne William Grader dans son remarquable livre We Will Tell the People, The Betrayal of American Democracy, il dit « À ceux qui reprochent aux républicains ce qu'il s'est passé et pensent que le retour des démocrates à la Maison-Blanche restaurera une imposition équitable, il faut rappeler ce fait regrettable. Le tournant de la politique fiscale, c'est-à-dire le moment où les élites fortunées se sont mises à gagner encore plus, a eu lieu en 1978, quand les démocrates jouissaient de tous les pouvoirs, bien avant l'accession de Reagan à la présidence. En outre, chaque étape de ce processus de transformation radicale a été soutenue par les majorités démocrates. Tandis que l'impôt sur le revenu devenait de moins en moins progressif au cours des dernières décennies du XXe siècle, le financement par l'impôt du système de sécurité sociale devenait de plus en plus régressif, c'est-à-dire que l'on imposait de plus en plus les pauvres sur les aides sociales elles-mêmes, alors que les revenus supérieurs à 42 000 $ n'étaient plus imposés au titre de l'aide sociale. Au début des années 1990, une famille au revenu annuel moyen de 37 800 $ reversait 7,65% de son revenu pour financer le système d'aide sociale. Une famille gagnant 10 fois plus, 378 000 $ par an, ne payait pour sa part que 1,46% de charges sociales. Ces augmentations des contributions directes sur le salaire eurent une étonnante conséquence. Les 3/4 des salariés payaient plus d'impôts au titre de l'aide sociale que l'impôt sur le revenu. Fait assez embarrassant pour le Parti démocrate, supposé être le parti des classes laborieuses, ces augmentations des contributions directes sur le salaire avaient été initiées sous la présidence de Jimmy Carter. Lorsque, dans un tel système bipartisan, les deux partis se moquent de l'opinion publique, les électeurs ne savent plus vers qui se tourner. Dans le domaine fiscal, il était clair que les citoyens américains avaient voulu un impôt qui soit vraiment progressif. William Grader rappelle qu'après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le taux d'imposition des individus les plus riches était de 90%, un sondage avait montré que 85% des personnes interrogées jugeaient le système fiscal équitable. En revanche, en 1984, après que toutes ces réformes fiscales, entre guillemets, eurent été mises en place successivement par les démocrates et les républicains, une enquête d'opinion commandée par l'International Revenue Service indiquait que 80% des sondés étaient d'accord avec l'affirmation suivante. Le système fiscal actuel profite aux riches et est injuste envers le travailleur et la travailleuse ordinaire. À la fin des années Reagan, l'écart entre les riches et les pauvres s'était considérablement accru. Alors que les responsables des entreprises gagnaient en moyenne 40 fois plus que le salarié moyen dans les années 80, ils gagnaient 93 fois plus en 1989.
Entre 1977 et 1989, le revenu brut des 1% les plus riches avait augmenté de 77%. En revanche, pour les 2/5 de la population la plus pauvre, il n'y avait eu aucune augmentation. On pouvait, au contraire, constater un certain déclin. En outre, en raison de l'évolution du système fiscal en faveur des riches, les 1% les plus riches virent leur revenu net augmenter de 87% au cours de la décennie 1980. Pour la même période, le revenu net des 4/5 de la population avait soit diminué de 5% au bas de l'échelle des revenus, soit n'avait augmenté que de 8,7%. Si parmi les plus bas revenus, tout le monde éprouvait des difficultés, la plus importante dégradation du niveau de vie touchait particulièrement les Noirs, les Hispaniques, les femmes et les jeunes. Cet appauvrissement général des groupes les plus défavorisés qui caractérise les années Reagan-Bush frappa très durement les familles noires par la diminution de leurs ressources financières et par la discrimination raciale à l'embauche. Le succès des mouvements pour les droits civiques avait ouvert la porte à certains membres de la communauté noire tout en laissant de nombreux autres à la traîne. À la fin des années 1980, plus d'un tiers des familles afro-américaines vivaient sous le seuil officiel de pauvreté, et le chômage des Noirs était 2,5 fois plus élevé que celui des Blancs, avec un taux de chômage chez les jeunes allant de 30 à 40%. L'espérance de vie des Noirs était de plus de 10 ans inférieure à celle des Blancs. À Détroit, à Washington et à Baltimore, le taux de mortalité des nouveau-nés de la communauté noire était plus élevé qu'en Jamaïque ou au Costa Rica. À la pauvreté s'ajoutaient les divorces, la violence familiale, le crime et la drogue. À Washington, au sein de la très forte concentration de population noire vivant à quelques centaines de mètres des édifices de marbre du gouvernement, 42% des jeunes noirs entre 18 et 35 ans étaient en prison ou en liberté conditionnelle. Le taux de criminalité chez les Noirs, au lieu d'être considéré comme le signe criant de la nécessité de combattre la pauvreté, fut instrumentalisé par les politiciens pour exiger la création de prisons supplémentaires. En 1954, une décision de la Cour suprême avait entamé le processus de désagrégation scolaire. Mais la pauvreté maintenait les Noirs dans les ghettos. De nombreux établissements à travers le pays restaient, de fait, marqués par la ségrégation raciale et sociale. Certaines décisions de la Cour suprême des années 1970 affirmèrent qu'il n'était pas nécessaire que les fonds de fonctionnement soient les mêmes pour les écoles des quartiers pauvres et pour celles des quartiers riches. En outre, le ramassage scolaire entre quartiers résidentiels et ghettos noirs, destiné à promouvoir la mixité sociale dans les écoles, fut abandonné. Pour les admirateurs de la libre entreprise et du laisser-faire, les pauvres étaient ceux qui ne travaillaient pas et ne produisaient rien. Aussi, ne devaient-ils s'en prendre qu'à eux-mêmes. Bien entendu, ils négligeaient le fait que les femmes qui s'occupent de leurs enfants travaillent, en fait, très durement. Ils ne cherchaient pas non plus à savoir pour quelles raisons les bébés, qui ne sont pas en âge de faire la démonstration de leur capacité à travailler, devraient être pénalisés, parfois au point d'en mourir, en naissant dans une famille pauvre. C'est le républicain Kevin Phillips qui, paradoxalement, reconnaissait, en analysant les années Reagan, que la richesse allait de moins en moins à ceux qui produisaient quelque chose. En revanche, les acteurs des secteurs économiques, juridiques et culturels faisaient de véritables fortunes, des avocats aux conseillers financiers, disait Phillips. Au milieu des années 1980, un gigantesque scandale éclata. La dérégulation de l'épargne et des prêts bancaires qui avait débuté sous Carter et s'était poursuivie sous Reagan, et avait entraîné des investissements à haut risque qui pompaient les capitaux des banques, les laissant exsangues et incapables de réaliser les milliards de dollars de leurs déposants, pourtant garantis par le gouvernement. Au fil des années, le problème continuant d'être soigneusement caché à l'opinion, il fallut de plus en plus d'argent pour rembourser les déposants et renflouer les banques. Le montant s'éleva bientôt à 200 milliards de dollars. Au cours des élections présidentielles de 1988, le candidat démocrate Michael Dukakis n'osa pas pointer du doigt l'administration républicaine sur cette situation pour la bonne raison que les démocrates du Congrès en avaient été les premiers responsables et les premiers dissimulateurs. Les sommes phénoménales attribuées par le Trésor au budget de la défense avaient été autrefois qualifiées par le président Eisenhower de véritables vols contre les besoins vitaux de l'homme. Le vol fut commis par les deux partis, tant les démocrates souhaitaient paraître aussi durs que les républicains. Une fois élu président, Jimmy Carter avait proposé une augmentation du budget militaire de l'ordre de 10 milliards de dollars, une décision qui s'apparentait exactement au vol dont parlait Eisenhower. Après la Seconde Guerre mondiale, tous les budgets colossaux de la défense de Truman à Reagan et à Bush ont été approuvés à une immense majorité par les démocrates comme par les républicains. L'affectation de milliards de dollars à la production d'armes nucléaires et non nucléaires était généralement justifiée par la crainte que l'Union soviétique, engagée elle aussi dans la course à l'armement, n'envahisse l'Europe de l'Ouest. Pourtant, George Kennan, ex-ambassadeur en Union soviétique et spécialiste de la guerre froide, déclarait que cette peur ne reposait sur aucun fondement rationnel.
Quant à Harry Rositsk, qui travailla à la CIA pendant 25 ans et fut même un temps directeur du renseignement américain sur la Russie soviétique, il écrivait en 1981 « Pendant toutes ces années où je travaillais pour la CIA, et même depuis, je n'ai jamais vu le moindre rapport d'espionnage qui expliquerait pourquoi l'Union soviétique aurait intérêt à envahir l'Europe de l'Ouest ou à attaquer les États-Unis. » Fin de citation. Faire croire à la réalité d'une telle menace permettait de justifier la fabrication d'armes, aussi effroyables que superflues. Par exemple, le sous-marin Trident, capable de lancer des centaines d'ogives nucléaires, coûta 1,5 milliard de dollars. On ne pouvait pourtant l'utiliser qu'en cas de guerre nucléaire, où il n'aurait fait qu'ajouter quelques centaines d'ogives aux dizaines de milliers déjà disponibles aux États-Unis. Selon Ruth Sivard, dans World Military and Social Expenditures 1978-1988, ce milliard et demi de dollars aurait suffi à financer pendant 5 ans un programme mondial de vaccination des enfants, évitant ainsi 5 millions de décès. Au milieu des années 1980, un expert de la Rand Corporation, qui effectuait des recherches pour le compte du département à la Défense, déclara lors d'un entretien, avec une franchise peu courante, que le gigantesque arsenal américain n'était pas nécessaire d'un point de vue militaire. Il servait plutôt à donner une certaine image de l'Amérique à l'intérieur comme à l'étranger. Si nous avions un président et un secrétaire à la défense assez solides, il pourrait temporairement se présenter devant le Congrès et déclarer « Nous n'allons fabriquer que ce dont nous avons besoin. Et si les Russes fabriquent 2 fois plus d'armes, grand bien leur face. » Mais ce serait politiquement déstabilisant. Il vaut donc mieux pour notre propre stabilité et pour notre image internationale que nous restions dans la compétition, même si le caractère rationnel de cette compétition est douteux. Fermez les guillemets. En 1984, la CIA admit qu'elle avait surestimé les dépenses militaires soviétiques. Depuis 1975, elle affirmait que ces dépenses augmentaient de 4 à 5% par an, alors qu'en réalité, il ne s'agissait que de 2%. Ainsi, en désinformant, voire en mentant tout bonnement, on justifiait l'augmentation des dépenses militaires. L'un des programmes militaires favoris de l'administration Reagan, baptisé « Guerre des étoiles », engloutit des milliards de dollars sous prétexte de construire un bouclier spatial pour intercepter les missiles nucléaires ennemis en plein vol. Les 3 premiers essais se soldèrent par des échecs technologiques. Un 4e essai fut entrepris qui devait décider du financement définitif du programme. Ce fut un nouvel échec. Le secrétaire à la défense de Reagan, Caspar Weinberger, accepta cependant que l'on falsifie les résultats afin de faire croire un succès. Lorsque l'Union soviétique se désintégra en 1989, et la menace soviétique avec elle, le budget militaire fut quelque peu réduit. Il demeura néanmoins colossal, toujours grâce à la coalition des démocrates et des républicains. En 1992, le président du comité de la défense à la Chambre des représentants, le démocrate Les Aspin, proposa qu'au vu de la nouvelle situation internationale, le budget militaire soit amputé de 2%, passant de 281 milliards de dollars à 275 milliards. La même année, alors que démocrates et républicains s'entendaient sur une réduction ridicule du budget militaire, un sondage commandé par le National Press Club révélait que 59% des électeurs américains souhaitaient plutôt une réduction du budget de l'ordre de 50% sur les 5 années à venir. Il semble bien que les deux partis n'aient pas su persuader les citoyens que le budget militaire devait rester très important. Mais ils s'obstinèrent à ignorer l'opinion publique qu'ils étaient censés représenter. À l'été 1992, les démocrates et les républicains du Congrès votèrent ensemble contre un projet de transfert de fonds du budget de la défense vers celui des affaires sociales. En revanche, ils affectèrent 120 milliards de dollars supplémentaires à la défense de l'Europe, que tout le monde jugeait pourtant ne plus être en danger, pour autant qu'elle n'eût jamais été un seul jour pendant la guerre froide. Le même consensus bipartisan valait également pour la politique étrangère. Au cours des années Reagan-Bush, les gouvernements américains firent preuve d'une particulière agressivité dans leur usage de la force. Cette agressivité se concrétisait soit par des interventions assumées, soit par un souci plus ou moins avoué à des dictatures d'extrême droite proches des États-Unis. Reagan accéda au pouvoir juste après une révolution au Nicaragua, au cours de laquelle le mouvement populaire sandiniste, d'après Augusto Sandino, héros révolutionnaire des années 1920, avait renversé la dynastie corrompue des Somoza, soutenue depuis toujours par les États-Unis. Les sandinistes, une coalition de marxistes, de prêtres de gauche et de divers mouvements nationalistes, commencèrent à attribuer des terres aux paysans et à promouvoir l'alphabétisation et la santé chez les populations les plus pauvres. L'administration Reagan, voyant là une menace communiste et un défi lancé à la suprématie américaine en Amérique centrale, décida immédiatement de renverser le gouvernement sandiniste. Elle se lança dans une guerre secrète par l'intermédiaire de la CIA, qui organisa une force contre-révolutionnaire, la Contra, dont la plupart des responsables étaient d'anciens officiers de la garde nationale de Somoza, détestés par le peuple nicaraguayen.
Les Contras, ne semblant pas bénéficier d'un quelconque soutien populaire au Nicaragua, ils étaient concentrés sur la frontière avec le Honduras, un pays très pauvre dominé par les États-Unis. Du Honduras, les Contras passaient la frontière pour effectuer des raids sur les fermes et les villages, tuant hommes, femmes et enfants, et commettant les pires atrocités. Un ancien colonel des Contras, Eduardo Camorro, témoigna plus tard devant la Cour internationale de justice, disant « La CIA nous avait dit que la seule manière de battre les sandinistes était d'utiliser la tactique des guérillas communistes partout dans le monde, tuer, prendre des otages, piller et torturer. De nombreux civils ont été assassinés de sang-froid. Beaucoup d'autres ont été torturés, mutilés, violés ou maltraités. Quand j'ai accepté de rejoindre les Contras, j'espérais que ce serait une force composée en majorité de Nicaraguayens. Finalement, nous n'étions qu'un instrument du gouvernement américain. » Fermez les guillemets. Les enquêtes d'opinion apportant la preuve que les Américains ne voulaient pas d'une intervention militaire, les activités américaines au Nicaragua restèrent confidentielles. En 1984, la CIA utilisa des agents latino-américains pour dissimuler son implication dans le sabotage des ports nicaraguayens. Lorsque l'information commença pourtant à circuler, le secrétaire à la défense Weinberger déclara sur ABC News que les États-Unis n'avaient rien à voir avec ce sabotage. La même année, sous la pression de l'opinion publique et se souvenant de la guerre du Vietnam, le Congrès interdit le soutien direct ou indirect aux opérations militaires ou paramilitaires au Nicaragua. L'administration Reagan décida d'ignorer cette loi et chercha les moyens de financer secrètement les Contras en trouvant un intermédiaire. Reagan demanda personnellement une contribution d'au moins 32 millions de dollars à l'Arabie Saoudite. La dictature bienveillante du Guatemala fut également utilisée pour fournir subrepticement des armes aux Contras. Israël, dépendant des États-Unis et toujours prêt à apporter son soutien, fut également de la partie. En 1986, un magazine libanais livra une information qui fit sensation. Des armes avaient été vendues par les États-Unis à l'Iran, ennemi déclaré de l'Amérique, en échange de la libération d'un certain nombre d'otages détenus par des mouvements musulmans extrémistes au Liban. Les bénéfices de cette vente avaient servi à acheter des armes aux Contras. Pendant une conférence de presse, en novembre 1986, le président Reagan fut interrogé sur cette affaire. Il mentit 4 fois. Il prétendit que le chargement pour l'Iran consistait en quelques missiles anti-chars. Il y en avait en fait 2000. Que les États-Unis n'interdisaient pas les livraisons effectuées par des tiers, que les armes n'avaient pas été échangées contre la libération des otages, et enfin que l'objectif de la transaction était de promouvoir le dialogue avec les Iraniens modérés. Un mois auparavant, lorsqu'un avion de transport acheminant des armes aux Contras avait été abattu par l'armée nicaraguayenne, et son pilote américain capturé, on n'avait pas non plus cessé de mentir. Le sous-secrétaire d'État Elliott Abrams mentit. Le secrétaire d'État Schultz mentit, disant qu'il n'y avait aucun lien avec le gouvernement des États-Unis. On eut pourtant bientôt la preuve que ce pilote travaillait pour la CIA. Toute cette affaire, Iran-Contras, offrait la parfaite illustration de la double ligne de défense traditionnellement utilisée par l'appareil d'État américain. D'abord nier la vérité, ensuite, si cela ne marche pas, lancer une enquête, mais en lui imposant des limites strictes. La presse rendait compte, mais sans jamais aller jusqu'au cœur du problème. Une fois que le scandale eut éclaté au grand jour, ni les comités d'investigation du Congrès, ni la presse, ni même le procès du colonel Olivier North, qui supervisa toute l'opération de soutien aux Contras, ne soulevèrent la question cruciale. Quelles sont les vraies motivations de la politique étrangère américaine? Comment le président et son équipe peuvent-ils s'autoriser à soutenir les groupes terroristes en Amérique centrale pour renverser des gouvernements qui, quelles que soient leurs erreurs, sont tout de même mieux appréciés que les terribles dictatures soutenues par les États-Unis durant de longues années? Que nous apprend ce genre de scandale sur la démocratie, sur la liberté d'expression et sur la société américaine en général? Malgré l'importante couverture médiatique du scandale de l'Irangate, on n'entendit pas de critiques de fond sur les interventions secrètes du gouvernement ou sur les manquements démocratiques de ces opérations menées par une poignée d'hommes estimant ne rien devoir à l'opinion publique. Les médias américains se gardèrent bien d'informer le public sur les véritables questions soulevées par ce scandale. Les limites des critiques émises par le Parti démocrate furent illustrées par le sénateur démocrate Sam Nunn de Géorgie, qui, pendant l'enquête, affirma qu'il fallait aider le président à restaurer sa crédibilité dans le domaine des affaires étrangères. D'autres démocrates se permirent tout de même quelques critiques, ce que déplora James Q. Wilson, professeur à Harvard et membre du Foreign Intelligence Advisory Board de Reagan. Wilson déplorait cette atteinte au consensus bipartisan, qui évoquait pourtant fortement le parti unique des régimes totalitaires. Il s'inquiétait également beaucoup de notre incapacité à nous conduire comme une grande puissance. Il devint vite évident que le président Reagan et le vice-président Bush étaient impliqués dans le scandale de l'Irangate,
mais seuls quelques sous-fifres payèrent. Comme d'habitude, selon la tactique bien éprouvée, les plus hauts responsables protégés par leurs subordonnés purent se permettre de nier de manière plausible toute implication. Lorsque Henry Gonzalez, représentant du Texas au Congrès, proposa d'avoir recours à la procédure d'impeachment contre Reagan, le Congrès repoussa fermement cette idée. Ni Reagan ni Bush ne furent inquiétés. Le comité du Congrès convoqua en revanche quelques acteurs subalternes de l'affaire. Certains d'entre eux furent reconnus coupables. L'un des condamnés, Robert McFarlane, ancien conseiller à la sécurité nationale de Reagan, fit une tentative de suicide. Un autre, le colonel Oliver North, fut condamné pour avoir menti au Congrès. Cependant, il ne fut pas emprisonné. Reagan prit paisiblement sa retraite et Bush lui succéda. Assez ironiquement, un obscur citoyen d'une petite ville de l'Indiana, Odon, devint l'un des acteurs indirects de l'Irangate. Il s'agissait d'un jeune homme nommé Bill Breeden, ancien pasteur qui vivait dans un tipi avec sa femme et ses 2 enfants dont il assurait personnellement l'éducation. La ville dans laquelle vivait Breeden était également celle de l'amiral John Poindexter, successeur de McFarlane au poste de conseiller de Reagan à la sécurité nationale. Ce Poindexter était lui-même sérieusement impliqué dans le scandale de l'Irangate. Un beau jour, Breeden découvrit que, pour honorer son héros local, la municipalité d'Odon avait rebaptisé l'une de ses rues John Poindexter Street. Pacifiste et pourfendeur de la politique étrangère américaine, Breeden s'indigna de ce qu'il considérait comme une célébration du comportement immoral du gouvernement. Il déroba la plaque et exigea une rançon de 30 millions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent de la somme qui avait été payée à l'Iran pour permettre la livraison d'armes au Contras. Il fut arrêté, jugé, et il passa quelques jours en prison. C'est ainsi que Bill Breeden fut bel et bien la seule personne à être emprisonnée à la suite du scandale de l'Irangate. Ce scandale n'est qu'un exemple parmi d'autres de ces opérations au cours desquelles le gouvernement américain viole ses propres lois pour poursuivre les objectifs qu'il s'est fixés en politique étrangère. Rappelons que vers la fin de la guerre du Vietnam, en 1973, le Congrès avait voté le War Powers Act afin de limiter les prérogatives présidentielles dont on avait usé avec tant de brutalité en Indochine. Le War Powers Act stipulait: le président, dans tous les cas, doit consulter le Congrès avant d'engager les forces armées américaines dans une guerre ou dans des situations qui, au vu des circonstances, impliqueraient clairement un engagement imminent dans des hostilités. Fermez les guillemets. Cette loi, on l'a vu, fut presque immédiatement violée par le président Ford lors de l'affaire du Mayaguez. L'invasion de l'île cambodgienne et les bombardements eurent lieu sans que le Congrès ait été consulté. À l'automne 1982, au Liban où une terrible guerre civile faisait rage, le président Reagan engagea des troupes américaines dans une situation périlleuse. À cette occasion, il ne respecta pas le War Powers Act. L'année suivante, environ 200 de ses soldats furent tués dans un attentat à la bombe dirigé contre leur caserne. Peu après, en octobre 1983, certains observateurs prétendirent qu'il s'agissait justement de faire oublier le désastre libanais. Reagan donna l'ordre d'envahir la Grenade, petite île des Caraïbes. Le Congrès fut informé mais non consulté. Pour justifier cette invasion aux yeux de la population américaine, on prétendit que le coup d'État qui avait eu lieu dans l'île menaçait la vie de ressortissants américains, des étudiants de la faculté de médecine, et que les États-Unis ne faisaient que répondre à la demande expresse de l'Organisation des États des Petites Antilles. Un article du New York Times du 29 octobre 1983 passé pratiquement inaperçu et signé du correspondant du journal, Bernard Gwertzman, niait complètement toutes ces explications. Disant « La requête officielle d'aide militaire adressée aux États-Unis et à d'autres pays alliés a été faite par l'Organisation des États des Petites Antilles dimanche dernier à la demande des États-Unis eux-mêmes, qui souhaitaient démontrer qu'ils agissaient à l'appel de cette organisation. Les termes mêmes de la requête officielle ont été rédigés à Washington et transmis aux responsables antillais par des émissaires spéciaux américains. Cuba et la Grenade, lorsqu'ils apprirent que des navires américains naviguaient vers cette dernière, firent savoir au plus vite que les étudiants américains étaient sains et saufs et demandèrent que l'on renonce à cette invasion. Il ne semble pas que l'administration ait jamais envisagé d'évacuer ces Américains par des moyens pacifiques. Certains responsables ont confirmé qu'il n'y avait pas eu de tentative de négocier avec les autorités de la Grenade. « Nous sommes arrivés à temps », a affirmé le président. Un autre point reste sérieusement discutable. Les Américains présents sur l'île couraient-ils effectivement un risque justifiant une invasion ? Aucun responsable américain n'a fourni la moindre preuve tangible qu'on les ait maltraités ni même qu'on les ait empêchés de partir. Selon un haut responsable américain qui se confia à Gwertzman, la vraie raison de cette invasion était que les États-Unis, décidés à effacer la blessure de leur défaite au Vietnam, voulaient faire la démonstration qu'ils restaient une grande puissance. À quoi peut bien servir
les manœuvres et les démonstrations de force si on ne s'en sert jamais. Fermez les guillemets. Le lien entre l'intervention militaire américaine et la promotion de l'entreprise capitaliste a toujours été d'une évidence criante dans les Antilles. Au sujet de la Grenade, par exemple, un article du Wall Street Journal du 29 octobre 1991, 9 ans après l'invasion militaire américaine de l'île, parlait d'une invasion des banques, et remarquait que, avec ses 7500 habitants, la capitale comptait quelques 18 banques offshore, une pour 64 habitants. Le journal dit « Saint George est devenu le Casablanca des Antilles, un paradis en expansion pour le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et autres fraudes financières. » Fermez les guillemets. Après avoir étudié le déroulement de plusieurs interventions militaires américaines, Stephen Shalom, dans Imperial Alibis, spécialiste des sciences politiques, concluait que les soldats morts dans ces interventions n'étaient pas morts pour sauver les ressortissants américains qui auraient sans doute été plus en sécurité sans l'invasion américaine, mais pour prouver que Washington régnait sur les Antilles et qu'il était prêt à se livrer aux pires violences pour faire respecter sa volonté. Shalom poursuivait. Il y eut bien certaines situations au cours desquelles des citoyens américains avaient couru un véritable danger, comme les 4 religieuses qui avaient été assassinées par les escadrons de la mort au Salvador en 1980. Mais à cette occasion, nulle intervention militaire américaine, pas de débarquement de Marines, pas de bombardement préventif. Au lieu de cela, Washington accordait son soutien militaire et économique au régime des escadrons de la mort, ainsi qu'une formation militaire, un soutien diplomatique et le partage des informations. Fermez les guillemets. Le rôle historique des États-Unis au Salvador, où 2% de la population possédait 60% des terres, avait toujours été de s'assurer que les gouvernements de ce pays favorisaient les intérêts des entreprises américaines, quels qu'en puissent être les effets catastrophiques sur l'immense majorité de la population. Les révoltes populaires, susceptibles de nuire à ces intérêts, devaient être réprimées. Lorsqu'une de ces révoltes éclata en 1932, menaçant le régime militaire en place, les États-Unis envoyèrent un croiseur et 2 destroyers pour soutenir le gouvernement, qui massacra 30 000 Salvadoriens. L'administration de Jimmy Carter ne changea rien à cette politique. Elle souhaitait des réformes en Amérique latine, mais certainement pas des révolutions susceptibles de menacer les intérêts commerciaux américains. En 1980, Richard Cooper, expert économique au département d'État, déclarait devant le Congrès qu'une répartition plus équitable des richesses était souhaitable. Cependant, disait-il, nous avons également grandement intérêt à voir se perpétuer ces systèmes économiques plutôt favorables. Des bouleversements majeurs de ces systèmes pourraient avoir d'énormes conséquences sur notre propre bien-être. Fermez les guillemets. En février 1980, l'archevêque catholique du Salvador, Oscar Romero, adressa un courrier personnel au président Carter pour lui demander d'interrompre l'aide militaire américaine au régime salvadorien. Peu avant, la garde nationale et la police nationale salvadorienne avaient ouvert le feu sur une foule de manifestants massés devant la cathédrale, faisant 24 morts. L'administration Carter poursuivit son soutien militaire et l'archevêque Romero fut assassiné le mois suivant. On eut bientôt quasiment la preuve que cet assassinat avait été organisé par Roberto d'Aubuisson, un dirigeant de l'extrême droite salvadorienne qui bénéficiait de la protection de Nicolas Carranza, ministre adjoint à la Défense, et que la CIA gratifiait chaque année de 90 000 $. Terrible ironie, ce fut Elliot Abrams, sous-secrétaire d'État aux droits de l'homme, qui fut chargé d'annoncer officiellement qu'Aubuisson n'était pas impliqué dans ce meurtre. Lorsque Reagan fut élu président, l'aide militaire au gouvernement salvadorien augmenta de manière spectaculaire. De 1946 à 1979, elle avait été de 16,7 millions de $. Au cours de la première année de la présidence de Reagan, le montant passa à 82 millions de $. Le Congrès fut tout de même suffisamment embarrassé par les assassinats au Salvador pour exiger, avant de voter de nouvelles aides, que le président se porte garant du progrès des droits de l'homme dans ce pays. Mais Reagan s'en moquait. Le 28 janvier 1982, on apprit que plusieurs villages paysans du Salvador avaient été rasés par les forces gouvernementales. Le lendemain, Reagan assura que le gouvernement salvadorien faisait de grands progrès dans le domaine des droits de l'homme. 3 jours après cette déclaration, les soldats saccagèrent les domiciles de pauvres gens à San Salvador même, expulsant les habitants avant de les exécuter. Lorsque, à la fin de 1983, le Congrès vota une loi pour confirmer cette exigence de changement d'attitude dans le domaine des droits de l'homme, Reagan y opposa son veto. Comme le prouvent les documents publiés par Mark Erstgaard dans son livre Unbended Knee, la presse fut particulièrement frileuse et obséquieuse sous Reagan. Lorsque le journaliste Raymond Bonner continua ses enquêtes sur les crimes gouvernementaux au Salvador et sur le rôle des États-Unis, le New York Times le releva de ses fonctions. En 1981,
Bonner avait déjà rendu compte du massacre de centaines de civils perpétrés à El Mozoth par un régiment de soldats entraînés par les États-Unis. L'administration Reagan s'offusqua de telles calomnies. Pourtant, en 1982, une équipe d'anthropologues découvrit des squelettes sur les lieux du massacre. Il s'agissait pour la plupart de squelettes d'enfants. L'année suivante, une commission des Nations Unies confirmait que des massacres avaient bien eu lieu à El Mozoth. L'administration Reagan, qui ne s'offusquait guère du comportement des juntes militaires au pouvoir en Amérique latine, au Guatemala, au Salvador, au Chili, tant qu'elles étaient amicales à l'égard des États-Unis, devenait hystérique dès qu'une dictature lui était hostile. Ce fut le cas du régime de Kadhafi en Libye. En 1986, lorsque des terroristes non identifiés firent exploser une bombe dans une discothèque de Berlin-Ouest, tuant un soldat américain, la Maison-Blanche ordonna immédiatement des représailles. Kadhafi était sans aucun doute responsable de divers actes terroristes, mais il n'y avait absolument aucune preuve qu'il l'ait été dans ce cas précis. Reagan décida de frapper un grand coup. Des avions survolèrent Tripoli avec pour mission de bombarder le domicile de Kadhafi. Les bombes tombèrent sur une ville surpeuplée, faisant selon certains diplomates en place à Tripoli une centaine de victimes. Kadhafi en sortit indemne, mais l'une de ses filles adoptives fut tuée. Le professeur Stephen Shalom écrit à propos de ces événements dans Imperial Alibis, « Si le terrorisme se définit comme une violence politiquement motivée perpétrée contre des cibles non militaires, alors l'un des actes de terrorisme international les plus spectaculaires de cette année est sans doute le raid américain sur la Libye. » Fermez les guillemets. Au début de la présidence de Bush, se produisit l'événement le plus important de la scène internationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1989, alors qu'un nouveau dirigeant, Mikhail Gorbatchev, venait de s'installer aux commandes de l'Union soviétique, le mécontentement longtemps réprimé du peuple russe contre la dictature du prolétariat, qui était rapidement devenue une dictature contre le prolétariat, explosa dans tous les pays du bloc soviétique. Il y eut des manifestations gigantesques à travers toute l'Union soviétique et dans tous les pays de l'Est qu'elle opprimait depuis si longtemps. L'Allemagne de l'Est accepta la réunification avec l'Allemagne de l'Ouest, et le mur qui coupait Berlin en deux, symbole du contrôle archi-autoritaire de la République démocratique allemande sur sa population, fut abattu sous les yeux des citoyens des deux Allemagnes, ivres de joie. En Tchécoslovaquie, un nouveau gouvernement non communiste fut mis en place, dirigé par un auteur dramatique, ancien dissident détenu dans les prisons du régime, Václav Havel. En Pologne, en Bulgarie, en Hongrie, de nouveaux régimes virent le jour, promettant la démocratie et la liberté. Et, chose extraordinaire, tout cela se passa sans guerre civile, sous la seule pression de la volonté populaire. Aux États-Unis, le Parti républicain prétendit que la politique sans compromis de Reagan et l'augmentation des dépenses militaires avaient provoqué l'effondrement de l'Union soviétique. En fait, les changements avaient commencé bien avant. Dès la mort de Staline en 1953, et en particulier sous la responsabilité de Nikita Khrouchtchev, un débat plus ouvert avait vu le jour à cette époque. Mais la ligne dure pratiquée par les États-Unis était vite devenue un obstacle à la libéralisation du régime. L'ancien ambassadeur américain en Union soviétique, George Kennan, écrivit que l'extrémisme pendant la guerre froide avait plus retardé que hâté les grands changements qui ont renversé le régime soviétique à la fin des années 1980. Quand la presse et les politiciens américains exultèrent devant l'effondrement de l'Union soviétique, Kennan fit remarquer que non seulement la politique américaine durant la guerre froide avait retardé cet effondrement, mais qu'elle avait eu un coût terrible pour le peuple américain. Cela nous a coûté 40 années de phénoménales et parfaitement vaines dépenses militaires. Nous devons également subir cette culture nucléaire qui fait que le gigantesque et inutile arsenal nucléaire est devenu, et reste encore aujourd'hui, un véritable danger pour l'environnement et pour la planète. Fermez les guillemets. L'effondrement soudain de l'Union soviétique surprit totalement les responsables politiques américains. Des interventions militaires avaient eu lieu en Corée et au Vietnam, ainsi qu'à Cuba et en République dominicaine, faisant de nombreux morts. L'aide militaire américaine s'était exportée partout à travers le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie, sous prétexte de répondre à la menace communiste de l'Union soviétique. Les citoyens américains avaient versé plusieurs milliers de milliards de dollars au travers de l'impôt pour maintenir un arsenal nucléaire et non nucléaire colossal, ainsi que des bases militaires dans le monde entier. Tout cela pour contrer la menace soviétique, entre guillemets. Les États-Unis avaient désormais l'opportunité de redéfinir leur politique étrangère et de consacrer des milliards de dollars par an à des projets progressistes et sociaux. Mais il n'en fut rien. Car en même temps que l'autosatisfaction exaltée, disant « nous avons gagné la guerre froide », un vent de panique se mit à souffler. Comment continuer à soutenir notre complexe militaro-industriel ?
Il apparut donc clairement, même si on avait pu le soupçonner auparavant, que la politique étrangère des États-Unis n'était pas essentiellement fondée sur son opposition à l'Union soviétique, mais plutôt sur la crainte que des révolutions n'éclatent dans certaines régions du monde. L'intellectuel radical Noam Chomsky affirme depuis longtemps que le recours à la notion de sécurité nationale est un pur mensonge. Le cadre de la guerre froide aura finalement servi de prétexte à l'élimination des mouvements nationalistes indépendantistes, que ce soit en Europe, au Japon ou dans le tiers-monde, écrit-il dans World Orders Old and New. La menace que faisaient planer les nationalismes indépendantistes consistait en leur capacité à mettre en danger les gigantesques intérêts économiques américains. Les révolutions au Nicaragua, à Cuba, au Salvador ou au Chili menaçaient directement United Fruit, Anaconda Copper, ITT et bien d'autres multinationales. C'est ainsi que les interventions militaires à l'étranger, présentées à l'opinion publique comme motivées par l'intérêt national, ne servaient en fait que des intérêts très spécifiques, au bénéfice desquels le peuple américain a finalement dû sacrifier ses enfants et son argent. Après l'effondrement de l'URSS, la CIA fut tenue de prouver qu'elle servait encore à quelque chose. Le New York Times du 4 février 1992 déclarait que, dans un monde où l'ennemi de l'après-guerre a cessé d'exister, la CIA, avec sa poignée de filiales, avec ses satellites de plusieurs milliards de dollars et ses montages de dossiers confidentiels, doit d'une manière ou d'une autre se justifier devant l'opinion américaine. Le budget militaire resta considérable. La part consacrée spécifiquement à la guerre froide passa de 300 milliards de dollars à 280 milliards, 7% de réduction seulement. Le chef de l'état-major américain, Colin Powell, déclara « Je veux que le reste du monde demeure terrifié, et je ne dis pas ça de manière agressive. » Comme pour démontrer que le phénoménal appareil militaire américain restait absolument nécessaire, l'administration Bush mena 2 guerres en 4 ans. Une petite guerre contre le Panama, petite entre guillemets, et une guerre spectaculaire contre l'Irak. À son arrivée au pouvoir en 1989, Bush ne fut pas satisfait par la nouvelle attitude du dictateur du Panama, le général Manuel Noriega. Le régime de Noriega était corrompu, brutal, autoritaire. Toute qualité qui n'avait pas dérangé le président Reagan ni son vice-président George Bush tant que Noriega était resté utile aux États-Unis. Il avait coopéré avec la CIA dans bien des domaines. En particulier, nous l'avons dit, lors des coopérations des Contras contre le gouvernement sandiniste du Nicaragua. Rappelons également que Bush, lorsqu'il était directeur de la CIA entre 1976 et 1977, avait protégé le général Noriega. Quoi qu'il en soit, en 1987, Noriega avait perdu toute utilité et ses activités dans le commerce de la drogue éclataient au grand jour. Il devint une cible parfaite pour une administration soucieuse de prouver que les États-Unis, apparemment incapables de détruire le régime castriste à Cuba ou les sandinistes au Nicaragua, voire le mouvement révolutionnaire au Salvador, n'en gardaient pas moins la haute main sur l'Amérique centrale et les Antilles. Sous prétexte de traîner Noriega devant les tribunaux pour trafic de drogue, une plainte avait été déposée contre lui en Floride, et de protéger quelques citoyens américains, un militaire et sa femme avaient été menacés par des soldats panaméens, 26 000 soldats américains envahirent le Panama en décembre 1989. La victoire fut rapide. Noriega fut capturé et ramené en Floride pour y être jugé, où il fut condamné et emprisonné. Au cours de l'invasion, la banlieue de Panama City fut bombardée et plusieurs centaines de civils, peut-être plusieurs milliers, trouvèrent la mort. 14 000 Panaméens se retrouvèrent sans abri. Mark Estgard notait que les Américains, même en tenant compte des chiffres du Pentagone, quelques centaines de morts au cours de l'opération, avaient fait autant de victimes que les autorités chinoises lors de la tristement fameuse répression de la place Tiananmen à Pékin, 6 mois auparavant. Un gouvernement plus loyal vis-à-vis des États-Unis fut instauré au Panama, mais la pauvreté et le chômage persistèrent. En 1992, le New York Times reconnaissait que l'invasion et le renversement de Noriega n'avaient pas suffi à tarir l'afflux massif de stupéfiants en provenance du Panama. Mais un but au moins était atteint, rétablir l'autorité américaine au Panama. Le journal révéla que le président du Panama, ses principaux conseillers et l'ambassadeur des États-Unis, Dean Hinton, déjeunent ensemble une fois par semaine. Nombre de Panaméens estiment que c'est à ce moment-là que se prennent les décisions importantes concernant le pays. Fin de citation. Certains démocrates libéraux, tels John Kerry et Edward Kennedy du Massachusetts, apportèrent leur soutien à cette opération militaire. Les démocrates soucieux de montrer que la politique étrangère relevait essentiellement du consensus bipartisan restaient ainsi fidèles à leur attitude traditionnelle de soutien fervent des interventions militaires à l'étranger. Ils semblaient également déterminés à prouver qu'ils étaient aussi durs que les républicains. Néanmoins, l'intervention au Panama était de trop faible envergure pour accomplir ce que les administrations Reagan et Bush désiraient à tout prix, lutter contre le rejet
depuis l'expérience du Vietnam en particulier, des interventions militaires à l'étranger de la part de l'opinion américaine. 2 ans plus tard, la guerre contre l'Irak, dite guerre du Golfe, en fournit l'occasion. Sous la dictature impitoyable de Saddam Hussein, l'Irak avait envahi en août 1990 son petit voisin immensément riche en pétrole, le Koweït. À cette époque, George Bush avait besoin de soigner sa popularité chez les électeurs américains. Le Washington Post du 16 octobre 1990 annonçait en une que les sondages montraient une chute de confiance dans l'opinion publique. Bush plonge. Le 28 octobre, le même journal annonçait que certains observateurs au sein de son propre parti s'inquiètent de ce que le président se voit contraint de se lancer dans une guerre pour lutter contre l'érosion de sa popularité. Le 30 octobre, on décida secrètement de déclarer la guerre à l'Irak. Les Nations Unies avaient réagi à l'invasion du Koweït en décrétant des sanctions à l'encontre de l'Irak. Tous les témoignages apportés devant le Congrès à l'automne de 1990 certifiaient que ces sanctions avaient déjà porté leurs fruits et que cette politique devait se poursuivre. Un rapport confidentiel de la CIA, destiné au Sénat, confirmait que les importations irakiennes avaient chuté de plus de 90% à la suite de ces sanctions. Pourtant, lorsque les élections de novembre confirmèrent la progression du vote démocrate au Congrès, Bush doubla le nombre de soldats américains dans le Golfe, 500 000 soldats, mettant clairement en place une force plus offensive que défensive. Selon Elizabeth Drew, journaliste au New Yorker, le conseiller de Bush, John Sununu, déclarait à l'envi qu'une guerre brève et couronnée de succès ferait parfaitement l'affaire de Bush et assurerait sa réélection. L'historien John Wiener, observant après coup le contexte dans lequel fut décidée l'entrée en guerre, écrivit que Bush avait abandonné la politique de sanctions et opté pour une politique de guerre parce que son calendrier, à l'approche des élections présidentielles de 1992, était avant tout politique. Ainsi, les aléas de la politique intérieure et le perpétuel désir de peser de façon décisive sur le contrôle des ressources pétrolières du Moyen-Orient furent les éléments clés de la déclaration de guerre contre l'Irak. Après la fin de la guerre, après que les représentants des 13 nations productrices de pétrole étaient sur le point de se réunir à Genève, le correspondant de New York Times affirma que, suite à sa récente victoire militaire, l'Amérique avait désormais plus d'influence sur l'OPEP que n'importe quelle autre nation jusqu'ici. Bien entendu, ces motivations ne furent pas révélées à l'opinion publique. On prétendit que les États-Unis souhaitaient par-dessus tout libérer le Koweït de l'occupation irakienne. Les principaux médias se contentèrent de cette explication, sans rappeler que d'autres pays avaient été envahis sans susciter un tel intérêt de la part des États-Unis. Le Timor oriental par l'Indonésie, l'Iran par l'Irak, le Liban par Israël, le Mozambique par l'Afrique du Sud. La plus stupéfiante justification de cette guerre fut que l'Irak était sur le point de fabriquer sa première bombe atomique. Les preuves avancées étaient pourtant extrêmement faibles. Avant la crise du Koweït, les services de renseignement occidentaux avaient estimé qu'il faudrait entre 3 et 10 ans à l'Irak pour fabriquer une arme nucléaire. Même si l'Irak était en mesure de fabriquer l'une de ces bombes en 1 ou 2 ans, estimant les plus pessimistes, il n'avait pas les moyens de l'envoyer où que ce soit. En revanche, Israël disposait déjà d'armes nucléaires et les États-Unis en possédaient 30 000. L'administration Bush essayait clairement de créer une paranoïa nationale autour de cette bombe que l'Irak ne détenait pourtant pas encore. Bush paraissait décidé à faire la guerre. À plusieurs occasions après l'invasion, il aurait été possible de négocier un retrait irakien du Koweït. Selon un article du Newsday du 29 août, l'Irak avait même fait quelques propositions en ce sens. Il n'y fut pas répondu. Lorsque le secrétaire d'État James Baker rencontra à Genève le ministre de la Défense irakien, Tariq Aziz, les instructions de Bush se résumaient à « pas question de négocier ». Malgré des mois de campagne de la part de Washington à propos de la menace que représentait Saddam Hussein, les sondages montraient que moins de la moitié des Américains souhaitaient une intervention militaire. En janvier 1991, éprouvant apparemment le besoin d'être soutenu, Bush demanda au Congrès de lui permettre de faire la guerre. Il ne s'agissait pas exactement d'une déclaration de guerre, telle que l'exigeait la Constitution, mais depuis la Corée et le Vietnam, cette clause de la Constitution semblait définitivement abandonnée. Même les stricts constitutionnalistes, que se targuaient d'être les juges de la Cour suprême, ne bougèrent pas. Au Congrès, le débat fut assez vif. Il fut même interrompu à un moment donné par des manifestants installés dans la galerie et qui criaient « Pas de sang en échange du pétrole ». Ces manifestants furent rapidement expulsés. De surcroît, il est fort probable que Bush était assuré du résultat du vote. Faute de quoi, il se serait sans doute passé de l'approbation du Congrès. Il y avait eu en effet des précédents dans ce domaine lors de la guerre de Corée, du Vietnam, ainsi que pour le Panama et la Grenade. Le Sénat approuva l'intervention militaire à une courte majorité, mais la Chambre des représentants vota favorablement à une majorité plus large.
Lorsque Bush donna l'ordre d'attaquer l'Irak, les deux chambres, à l'exception de quelques dissidents démocrates et républicains, votèrent pour le soutien à l'effort de guerre et aux soldats engagés sur le terrain. Cela se passait à la mi-janvier 1991, après que Saddam Hussein eut rejeté l'ultimatum qui lui ordonnait d'évacuer le Koweït. Les États-Unis lancèrent leur guerre contre l'Irak. Cette opération reçut le nom de Tempête du désert. Le gouvernement et les médias avaient présenté l'armée irakienne comme une formidable puissance militaire, ce qui pourtant était loin d'être le cas. L'aviation américaine prit rapidement le contrôle total de l'espace aérien irakien, ce qui lui permit de bombarder à volonté. En outre, les autorités américaines avaient également le contrôle total des ondes. L'opinion publique américaine fut submergée d'images télévisées montrant des bombes intelligentes entre guillemets et de propos rassurants sur les bombes laser dirigées avec une parfaite précision sur des objectifs militaires. Les principaux médias présentaient tout cela sans le moindre recul critique et sans poser la moindre question. Cette totale confiance dans les bombes intelligentes épargnant les civils peut expliquer le glissement de l'opinion publique américaine. Partagée au départ sur cette guerre, elle finit par apporter à 85% son soutien à l'invasion. Plus important encore, ressurgissait l'idée, partagée par nombre d'opposants à la guerre, que critiquer l'intervention américaine lorsque des soldats américains sont engagés sur le terrain équivalait à les trahir. Dans tout le pays, des rubans jaunes étaient distribués en signe de soutien aux soldats qui se battaient en Irak. En fait, on mentait à l'opinion sur le degré d'intelligence des bombes. Après avoir rencontré des anciens agents du renseignement et des officiers de l'aviation américaine, un correspondant du Boston Globe affirmait qu'environ 40% des bombes guidées par laser lâchées pendant l'opération Tempête du désert avaient manqué leur cible. John Lehman, secrétaire à la marine du président Reagan, estimait qu'il y avait eu des milliers de victimes civiles. Le Pentagone déclarait qu'il n'avait officiellement pas de chiffres précis. Un haut responsable du Pentagone déclara au Boston Globe « À dire la vérité, nous ne nous intéressons guère à ces aspects des choses. » Fermez les guillemets. Une dépêche de l'agence Reuters en provenance d'Irak fit état de la destruction d'un hôtel de 73 chambres dans une ville au sud de Bagdad. Un Égyptien témoignait à cette occasion. Ils ont bombardé l'hôtel avec des familles à l'intérieur, puis ils sont revenus pour frapper une seconde fois. Fermez les guillemets. Reuters affirmait également que les raids aériens américains avaient commencé avec des bombes radioguidées, mais que quelques semaines plus tard, on avait fait appel au fameux B-52 qui transportait des bombes conventionnelles, impliquant évidemment moins de précision dans les bombardements. Les journalistes américains présents ne pouvaient pas approcher de près le théâtre des opérations et leurs articles étaient soumis à la censure. À l'évidence, se souvenant de l'effet sur l'opinion publique des reportages effectués pendant la guerre du Vietnam, le gouvernement Bush avait décidé de ne prendre aucun risque. Un reporter du Washington Post, se plaignant du contrôle exercé sur l'information, écrivait le 22 janvier 1991 « Les bombardements engagent des dizaines de B-52 à haute altitude équipés d'un nombre impressionnant de bombes conventionnelles, mais le Pentagone interdit les entretiens avec les pilotes de ces B-52. Se refuse à nous montrer des images des opérations en cours et ne répond à aucune de nos questions sur les objectifs fixés à cet appareil qui est l'un des moins précis de l'armada aérienne composée de 2000 avions américains et alliés présents dans la région du Golfe. » Fin de citation. À la mi-février, l'aviation américaine lâcha ses bombes sur un abri anti-aérien de Bagdad, tuant entre 4 et 500 personnes. Un journaliste de l'Associated Press, l'un des rares à avoir été autorisé à se rendre sur place, affirmait que la plupart des corps retrouvés étaient carbonisés et mutilés, rendant impossible toute identification. À l'évidence, des cadavres d'enfants se trouvaient parmi ces corps. Le Pentagone prétendit qu'il s'agissait d'une cible militaire, mais le journaliste de l'Associated Press déclara qu'on ne trouvait aucune trace de présence militaire sous les décombres de l'abri. D'autres journalistes qui se trouvaient sur place confirmèrent ces propos. Après la guerre, 15 rédacteurs en chef de journaux publiés à Washington se plaignirent du contrôle quasi total sur la presse américaine exercé par le Pentagone pendant la guerre du Golfe. Pourtant, durant cette guerre, les commentateurs des principales chaînes de télévision s'étaient comportés comme s'ils avaient été au service du gouvernement américain. Dan Rather, par exemple, correspondant de CBS en poste en Arabie Saoudite, et sans doute le plus omniprésent des journalistes au cours de la guerre, affirmait à propos d'un film qui montrait une bombe radioguidée ayant frappé un marché et fait de nombreuses victimes civiles, qu'on pouvait être sûr que Saddam Hussein saurait profiter de ces victimes à des fins de propagande. Fermez les guillemets. Comme le rapporte Ed Siegel, un journaliste du Boston Globe, lorsque le gouvernement soviétique proposa de négocier l'évacuation du Koweït avant qu'une guerre au sol ne fût entreprise, le correspondant de CBS
Leslie Stahl demande à un autre journaliste « Ne serait-ce pas le pire des scénarios cauchemars? Les soviétiques n'essaient-ils pas de nous arrêter ?» La dernière étape de cette guerre, 6 semaines après son début, fut une attaque au sol qui rencontra aussi peu de résistance que les raids aériens. Malgré la certitude de l'emporter sur une armée en totale déroute, l'aviation américaine continua de bombarder les soldats irakiens en fuite qui quittaient en masse Kuwait City. Un journaliste qualifiait la scène d'enfer sans nom, testament sanglant, à l'est comme à l'ouest. Le sable était jonché des corps des soldats en fuite. Fermez les guillemets. Michael Howard, professeur d'histoire militaire à Yale, citait dans le New York Times du 28 janvier 1991 le stratège militaire Clausewitz, qui affirmait en son temps que si un massacre sanguinaire est un acte assez atroce pour nous faire considérer plus sérieusement la guerre, cela ne nous autorise pas à suspendre notre glaive au nom de l'humanité. Fin de citation. Howard continuait. Dans ce duel des volontés, il n'en reste pas moins qu'il s'agit, en fin de compte, de choisir entre tuer ou être tué. Fermez les guillemets. Les conséquences humaines de la guerre apparurent avec une brutale évidence lorsqu'elle fut terminée. On apprit alors que les bombardements sur l'Irak avaient entraîné la famine, la maladie ainsi que la mort de dizaines de milliers d'enfants. Une équipe des Nations Unies visitant l'Irak juste après la guerre concluait que le récent conflit avait eu des conséquences quasi apocalyptiques sur les infrastructures. La plupart des outils permettant de garantir des conditions de vie modernes avaient été détruits ou terriblement endommagés. Une équipe médicale de Harvard nous apprit en mai 1991 que la mortalité infantile avait brusquement augmenté et que, par rapport à l'année précédente, 55 000 enfants de plus étaient morts dans les 4 premiers mois de l'année. La guerre avait duré du 15 janvier au 28 février 1991. Le directeur d'un service d'obstétrique de Bagdad déclara à un journaliste du New York Times que, pendant la première nuit de bombardement sur Bagdad, l'électricité avait été coupée. Les mères sortaient leurs enfants des incubateurs, leur enlevaient leurs intraveineuses. D'autres ont été sortis des tentes à oxygène et les femmes allaient dans la cave, où il faisait moins chaud. Cette nuit-là, au cours des 12 premières heures du bombardement, j'ai perdu 40 prématurés. Fermez les guillemets. Bien que Saddam Hussein eût été décrit par les autorités et par la presse américaine comme un nouvel Hitler, la guerre prit fin sans que l'armée alliée ne pénètre dans Bagdad, le laissant ainsi au pouvoir. Les États-Unis avaient apparemment choisi de le fragiliser sans toutefois l'éliminer, de manière à le maintenir en place contre l'Iran. Au cours des années qui avaient précédé la guerre du Golfe, les États-Unis avaient vendu aussi bien des armes à l'Iran qu'à l'Irak, et soutenu alternativement l'un et l'autre selon la stratégie classique de l'équilibre des forces. Pour la même raison, les États-Unis ne soutinrent pas, après la guerre, les opposants irakiens qui voulaient renverser le régime de Saddam Hussein. Datée du 26 mars 1991, une dépêche de New York Times émanant de Washington révélait que, selon les affirmations de certains officiels et quelques informations anonymes, le président Bush avait décidé de laisser le président Saddam Hussein mater les mouvements de révolte intérieure, sans intervenir, plutôt que de risquer de voir l'Irak s'effondrer. Fermez les guillemets. On abandonnait ainsi à leur triste sort la minorité kurde qui se rebellait contre Saddam Hussein et certains éléments anti-Hussein au sein de la population irakienne. Le Washington Post, du 3 mai 1991, faisait état d'importantes défections de militaires au sein de l'armée irakienne qui auraient pu prendre la tête de la rébellion kurde, mais qui ne se sont jamais réellement décidés, tant ils semblaient convaincus que les États-Unis ne les soutiendraient pas. Fermez les guillemets. Zbigniew Brzezinski, jadis conseiller de Carter à la sécurité nationale, donna, un mois après la fin de la guerre, son avis sur ses avantages et ses inconvénients. Il dit « Les gains sont indubitablement fantastiques. D'abord, une scandaleuse agression a été condamnée et punie. Ensuite, la puissance militaire américaine sera désormais prise au sérieux. Enfin, le Moyen-Orient et le Golfe Persique entrent maintenant clairement dans la zone d'influence américaine. » Fin de citation. Néanmoins, Brzezinski s'inquiétait de certaines conséquences négatives des événements. Par exemple, l'extrême violence des bombardements aériens sur l'Irak, disait-il, pourrait apparaître comme la preuve que les Américains n'accordent aucune valeur aux vies arabes, et cela pose la question éthique de la proportionnalité de la réponse militaire. Fermez les guillemets. Cette question concernant le peu de valeur accordée aux vies arabes est particulièrement soulignée par le fait que la guerre du Golfe avait provoqué une forte réaction anti-arabe aux États-Unis, même, où l'on vit d'ailleurs des Américains d'origine arabe insultés, battus et même menacés de mort. On vit également apparaître sur les pare-brises des autocollants affirmant « Je ne freine pas pour les Irakiens ». Un homme d'affaires américain d'origine arabe fut roué de coups à Toledo, dans l'Ohio. Le jugement modéré de Brzezinski sur la guerre du Golfe peut être considéré comme le reflet de la position du Parti démocrate. Il avait soutenu l'administration Bush. Il était satisfait du résultat.
Il regrettait quelque peu les victimes civiles, mais il ne s'y opposait pas fermement. Le président George Bush était également satisfait. À la fin de la guerre, il déclara sur les ondes des radios « Le spectre du Vietnam a définitivement été enterré dans les sables du désert de la péninsule arabique ». L'appareil médiatique applaudit à tout rompre. Les deux principaux magazines d'information, Time et Newsweek, firent paraître des éditions spéciales se réjouissant de la victoire américaine. Sans mentionner d'aucune façon les morts irakiens, ils soulignèrent le fait qu'il n'y avait eu que quelques centaines de pertes du côté américain. L'éditorial du New York Times du 30 mars 1991 déclarait « La victoire de l'Amérique dans la guerre du Golfe offre de bonnes raisons de féliciter l'armée américaine qui a brillamment exploité sa force de feu et sa mobilité en effaçant du même coup le souvenir de ses terribles difficultés au Vietnam. » Fermez les guillemets. Un poète noir de Berkeley, en Californie, June Jordan, voyait cela d'un autre œil, disant « Je vous avertis, c'est juste un flash, exactement comme le crack, ça ne dure jamais longtemps. » Fin du chapitre.